L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. Et c'est rare, mais on commence à l'heure. Et ouais, on commence à l'heure. On a tout préparé, on est prêt. Bon, faut dire qu'on est un peu rodé maintenant. Donc on reçoit ce soir Patrick Rognan. Donc avant de lui faire un petit coucou, comme d'habitude, on va voir si Jean-Bruce est là avec moi. Ben oui, il est là et tout va bien. Salut les copains, voilà, écoutez, on est après avoir été covidé la semaine dernière et d'avoir dû reporter l'émission de Nicolas Cade, on est de retour avec, on est ravis d'avoir Patrick Rognan avec nous ce soir. On fait un petit coucou à notre invité Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Bruce va te présenter, mais juste avant, je vais faire quelques petits rappels d'usage. Ce soir, on tente un truc de fou, on stream sur Twitch. Je vous donne l'adresse pour ceux qui veulent le confort de Twitch. On est en direct sur Twitch. Donc, twitch.tv, / Nocturbulus_records. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que Twitch, on n'est pas striké en direct. Anthony Adam, qui est sur le chat, nous le confirmera. Donc, ça veut dire que des fois, il se peut qu'il y a des extraits sonores que je décide de couper sur Facebook, mais qui restera sur Twitch. Voilà, ça c'est la nouveauté. Donc, vous pouvez aller sur l'un sur l'autre. On surveille les deux chats. Enfin, moi, j'en surveille Facebook surtout. Moi, je vais surveiller Twitch. Donc on fera comme ça, et les replays, comme vous avez pu voir, ça y est, on les a enfin, on les met petit à petit, on met les replays sur YouTube où les replays sont sur YouTube en entier avec le confort de YouTube qui quand même pour regarder les replays c'est quand même très pratique. Toujours la radio, elle est là. Ouais, la web radio, c'est stream.radiopunch.fr 2.8000/live. Donc là, on entend l'interview maintenant. Voilà. Donc je pense qu'on est parti. Juste pour vous dire qu'on devait recevoir Nicolas Cade la semaine dernière, le Covid a eu raison de nous, donc on a dû reporter. Je vous rassure, ça sera reporté normalement au mois d'avril, un dimanche soir normalement. On va voir ça. Bon, Nicolas habite à Béziers, donc ça sera facile à reporter. On le recevra dans le studio. Voilà, donc sans plus tarder, Jean-Bruce, je vais te laisser présenter notre invité. Avant de laisser la parole à notre cher Patrick, juste une petite ligne d'introduction. En fait, on a quand même l'honneur de recevoir Patrick, qui est c'est un homme qui a plus de 40 ans d'activisme, on va dire, dans la musique, et sous différentes casquettes, notamment celle de journaliste. Il a collaboré à de nombreux magazines, on aura l'occasion d'en discuter, magazines musicaux, bien sûr. Animateur et aussi concepteur d'émissions radio. C'est un pilier de Radio FG dès le début, tout début, 1981. Il aura l'occasion de nous en parler. C'est aussi un DJ. Alors c'est rigolo, un petit peu sur le tard, mais il va nous en parler. Mais DJ qui a tourné à l'international avec des sonorités, on va dire psychédéliques. Il nous racontera plus ça avec plus de détails. Il a aussi organisé des soirées, donc il a fait beaucoup de choses dans le milieu. Patrick, je vais te laisser la parole. En fait, tu sais ce qu'on fait dans l'émission, c'est on aime bien prendre les choses chronologiquement et prendre le temps de développer. Donc, si tu voulais bien nous raconter comment tu as vécu tes débuts, tes premiers émois, musique électronique, etc. Parce que je pense que tu as pas mal de choses à nous raconter à ce sujet. En fait, j'ai commencé très très tôt, je crois vers 14-15 ans. On animait un fanzine de science-fiction. C'était la mode des fanzines dans les années 70. Et dans ce fanzine, on s'est mis à parler de musique, et surtout d'une musique qui pourrait coller avec la science-fiction. Et à l'époque, c'était bien sûr le krautrock allemand avec tous les groupes allant de Tangerine Dream jusqu'à Kraftwerk en passant par Amondoul 2 qui vont annoncer en fait toute la musique qui va se définir dans les 20-30 ans qui vont suivre. Et donc, à force d'avoir cette expertise dans la musique, d'être derrière toutes les nouveautés, les imports un peu
un peu, comment dire, difficile d'accès. Un jour, un copain m'a proposé de venir travailler dans sa boutique qui vendait à la fois des imports qui passaient par le label Celluloid et qui étaient donc des imports de chez Rough Trade ou de la scène underground américaine, et on trouvait au milieu de ces disques Throbbing Gristle, les Residents. La boutique s'appelait le Lotus Bleu, et c'est là que j'ai fait mes débuts en 79, tout en étant à la fac. Et j'ai été repéré par un mec qui avait créé un petit canard de rock qui s'appelait Gig, et j'ai commencé à faire des articles pour eux. Et ça, c'était quand même 2 ans avant FG. Et c'est avec cette petite notoriété que je suis arrivé à FG, parce que c'est une communauté, quand même, une communauté gay, on se connaît tous, et j'étais un peu le spécialiste des nouvelles musiques bizarres. J'étais un gay qui était plutôt punk et rocker que disco, ce qui était rare à l'époque. Surtout à l'époque, ouais, ça c'est clair. Hein. Mais il y en avait quand même. Et c'est comme ça donc que j'ai fait mes débuts. Je devais avoir entre 21 et 23 ans. D'accord. J'ai une petite question qui concerne les disques. Alors, tu étais Lotus Bleu, le magasin d'import et de bande dessinée. Est-ce que tu achetais des vinyles, toi? Tu en vendais, mais est-ce que tu en achetais? Oui, bien sûr. J'en achetais déjà depuis longtemps, depuis l'âge de 14 ans. J'essayais d'acheter des vinyles, on en revendait d'ailleurs quand on sentait qu'on s'était peut-être un petit peu trompé, on essayait pour en racheter d'autres. Non, j'étais collectionneur de toutes les musiques bizarres et hors normes. D'accord, donc cette période correspond à oui, voilà, collectionneur de vinyle, ou toujours actuellement, ou tu continues à acheter des disques? Non, au prix où il est, jamais. Ah. J'aimais bien le vinyle tant qu'il restait à des prix à peu près corrects jusque dans les années 90. Là, ce qui se passe à cause de la destruction de cette industrie, de la raréfaction des matériaux pour le fabriquer, puisque une des 2 usines a brûlé et tout ça, le vinyle atteint des prix irréels de collectionneurs. C'est un truc qui peut tuer la musique, parce que la musique s'adresse à tout le monde, pas à une bande de collectionneurs argentés, quoi. Oui, c'est vrai que on l'a vu nous-mêmes, hein, nous, c'est vrai qu'on fait on est collectionneur et on produit aussi du disque. Et c'est vrai que là où même dans les années 2000, ça valait encore, je me rappelle très bien que les premiers maxi qu'on vendait, on les vendait à entre 7 et 8 euros, prix de vente. Et ça partait pas comme des petits pains, hein. Et aujourd'hui, on a plus que doublé, et c'est vrai que ça a plus que doublé, quoi. La techno est un petit peu un laboratoire de la société depuis longtemps. Et donc, quand ils ont vu que le vinyle se relançait de lui-même et que ça créait un marché, tout le monde s'est précipité dessus. J'ai appris d'ailleurs qu'une bonne partie de cette force de production est concentrée sur la diffusion de Adele en vinyle. On se demande... Ah oui, j'en ai entendu parler aussi, ouais. Quel est l'intérêt d'écouter Adele en vinyle, puisqu'on ne peut pas la mixer très facilement, en fait. Parce que les gens, si tu veux, aujourd'hui, ils achètent des nouvelles platines vinyle, qui mettent sur leur Chinifi, et puis ils veulent... voilà. Autant nous, on faisait une sorte de punk avec tout ça, mais avec des prix raisonnables, que là, c'est une espèce de niche. Et je ne pense pas d'ailleurs que le support soit si important que ça, parce qu'on mixe très bien sur différents supports. Le support vinyle correspondait à une période de tech house où la musique n'était pas encore trop chargée, hein. Alors que maintenant, il y a des musiques qui sont très chargées en son, qui ne gagnent pas beaucoup à être jouées en vinyle.
Ouais, et il faut savoir aussi que le CD repart à la hausse. Comme quoi, effectivement, il y a aussi des modes en cours. Le CD qui, pendant longtemps, on pensait qu'il serait, ben non, le CD renaît de ses cendres lui aussi. Depuis le Covid, il y a pas mal de styles qui sont rachetés en CD. L'être humain est profondément nostalgique. Ouais. C'est vrai qu'il y a certains styles de musique, alors c'est marrant parce que souvent on en parle, il y a un support qui correspond à un son et aussi à un comportement entre guillemets d'achat, on va dire, si on fait c'est une petite analyse. Tu vois, dans l'EBM par exemple, j'ai remarqué que les gens achetaient des CD pas mal. Dans la techno rave, on va dire, les gens achètent du vinyle. Dans l'industriel, il y a les cassettes qui reviennent aussi. Oui, les cassettes, ça m'a beaucoup surpris. C'est dans la musique industrielle et la recherche musicale, enfin, tous les trucs un petit peu bizarres se remettent à la cassette. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ils ont une production très importante. Souvent, les artistes ils ont tendance à sortir des lives, des sessions et tout ça, de sortir plus de matériaux qu'un groupe qui fabrique des morceaux bien définis, quoi. Faut savoir que dans la musique industrielle, quelquefois, le morceau fait la cassette. Oui, voilà, ouais, absolument, ouais. Et c'est vrai que c'est marrant ça. Même nous, on se disait, tiens, on va peut-être sortir un petit truc en cassette, ça pourrait être rigolo parce que ça pourrait être sympa. Il y a des boîtes qui le refont, effectivement. Ah oui, ils le proposent. Je pense que les gens sont nostalgiques d'un support, c'est-à-dire c'est très frustrant de se retrouver à télécharger quelque chose d'immatériel, même l'image est immatérielle, on n'a rien entre les mains, quoi, et on se dit le jour où il n'y a plus de courant, je n'ai plus d'objet, je n'ai plus de musique. Sauf le vinyle, tu prends la petite voiture à friction là et tu peux écouter la musique. Si ça continue comme ça, je conseille à tout le monde un achat très important, c'est un groupe électrogène. Ah oui, effectivement, ouais. Ou des panneaux solaires et une grosse éolienne. On a un ami qui a ça. Ah oui. Ça marche bien. Ah ouais. Et il stocke l'énergie dans des batteries. Faut dire qu'il n'a pas le choix, il n'a pas l'électricité qui passe chez lui. En parlant de l'EBM utilise beaucoup d'arpégiators, il y a beaucoup de sons. C'est un peu comme la psytrance. Ça passe très très mal en vinyle. Ça avait tendance à faire sauter d'ailleurs le bras. Donc, je pense que les supports correspondent à des musiques différentes. C'est vrai, ouais. Ou alors il y a des masters très particuliers à faire parce que c'est vrai que tu peux pas donner le même master pour un digital que pour un vinyle. Souvent, tu fais deux masters vraiment différents parce que c'est vrai que certaines fréquences, comme tu dis, ça passe pas sur le vinyle. Ah, et Patrick sur le live nous dit que effectivement l'intérêt c'est que dans les vides-greniers, on peut faire de bonnes affaires de vinyle et de CD pas cher. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ça. Tu vas pas trouver non plus les perles qui correspondent à l'époque, hélas, mais bien sûr il doit y avoir plein de perles, ne serait-ce que des gens qui décèdent et la famille écoule les disques et il se trouvait que c'était une collection intéressante. Tu vois ? Ouais, absolument, ouais. Alors, il y a quelque chose dont tu nous parles parce que quand même tu étais au début de FG, quand même c'est quand même une radio. Malheureusement nous dans le sud on le captait pas, mais on connaît quand même et on sait que c'était une des radios les plus à l'avant-garde en termes de musique électronique. Toi tu as été dès le début, si je me trompe pas, c'est 1981. Septembre 81, ça a été le démarrage de la bande FM. Bien sûr, la radio avait démarré un petit peu avant, 2 ans auparavant, sous une forme complètement pirate. Mais là, c'était vraiment orienté culture gay, militantisme. Il y a beaucoup d'émissions avaient été diffusées à partir de l'appartement de l'actrice Delphine Seyrig. Donc, c'était un peu folklore et tout. Mais en 1981, là, c'est une radio avec jusqu'à 140 collaborateurs, avec des gens de tous les styles du milieu gay, de la musique classique à la variété, en passant par moi, où on m'a donné d'ailleurs le samedi soir, l'émission s'appelait Voodoo. Elle durait 3 heures. Et donc, je présentais toutes les nouveautés de la New Wave, musique industrielle, gothique, indie, enfin, et tout. Et
quand j'ai fait cette émission, j'ai eu la surprise un jour d'avoir un jeune stagiaire de l'école de journalisme qui tenait absolument à travailler dans la radio gay. Ensuite, j'ai compris pourquoi. Et ce jeune stagiaire journaliste s'appelait Philippe Vandel, un futur membre de Nulle part ailleurs et qui était déjà complètement frappadingue. En plus, il était tout jeune, il avait 3 ans de moins que moi, donc je pense qu'il avait 19 ans. Et c'est lui qui avait trouvé mon générique, vraiment un générique d'enfer. Il avait enregistré le tocsin de Notre-Dame et il l'avait ensuite diffusé à l'envers. Donc, c'était ça, mon générique. À l'époque, on était full gothique. C'était le truc, quoi, de 79, 81, ce goût pour le noir, qui est revenu complètement à la mode. Ah ben oui, surtout en force, parce que maintenant il y a une vraie communauté gothique, il y a énormément. À l'époque, ouais, c'était vraiment le début, quoi. C'était quoi qu'il y avait tellement de choses. C'est vrai que t'étais nous on l'a connu, mais on était trop petits, on était des enfants, mais il y avait tellement de styles différents, vestimentaires, musicaux, des espèces de tribus comme ça, que tu disais les regrouper, il y en avait plusieurs, tu parlais des gothiques, mais c'est vrai qu'il y avait Mais même à l'intérieur des gothiques, il y avait des gothiques plutôt romantiques, des gothiques plutôt métal, d'autres qui étaient fétichistes, et des gothiques qui étaient plutôt psychobilly, comme Béatrice Dalle, par exemple, très, très 50s noir. Et tout, chacun essayait de trouver son style. Il n'y avait pas trop d'embrigadement comme il peut y en avoir maintenant dans un style très particulier. Ouais. Oui, parce qu'il n'y avait pas que des punks à l'époque. Il y avait tout un tas d'autres tribus qui d'ailleurs étaient axées vachement sur j'ai l'impression, la musique quand même était importante. C'était pas qu'un style vestimentaire. Il y avait la musique qui allait avec. Bien sûr. Bien sûr, c'est beaucoup moins développé que maintenant. Enfin, il y a eu quand même une petite explosion de rock français indépendant, dont certains sont devenus d'ailleurs les stars de la variété d'aujourd'hui. Ouais, t'as des noms là t'as des exemples? Les Rita Mitsuko, Étienne Dao sont des gens qu'on a bien connus dans la scène underground avant qu'ils explosent. D'accord. Les Rita Mitsuko venaient sur scène avec des maquillages de grands brûlés et faisaient une musique un peu industrielle avec une ambiance variété dans les voix, quoi. C'était très allumé au départ. Et juste avant Rita Mitsuko, il y avait un autre groupe encore plus allumé qui s'appelait Fassbinder, qui était très punk. Fassbinder, ouais. D'accord. Toute la génération, y compris des gens comme Obispo et tout ça, Florent Pagny et tout, ont tous été un peu dans la new wave, le punk, le milieu de la nuit, avant de devenir des stars grand public. Ouais, c'est vrai, en parlant de Pagny, je le voyais quand il faisait des fois des apparitions dans les films en tant qu'acteur. C'était toujours pour jouer pas le petit voyou, mais le petit gars toujours un peu décalé, quoi. Et puis tiens-toi bien, il était quand même serveur dans les pires boîtes gays de Paris. Ah. Ouais, donc c'était le serveur italien hétéro, et on a toujours un, tu vois, et donc c'est lui qui a joué ce rôle. Du coup, donc l'aventure FG, c'était une communauté de gens motivés. C'était pas une radio libre, hein. C'était une radio associative. Oui, bien sûr, c'était une radio associative, mais avec une association extrêmement mouvante où il y avait beaucoup de monde qui donnait beaucoup d'AG avec beaucoup de coups d'État. Donc, en l'espace de 10 ans, il a dû y avoir 9 directeurs de station et au moins 40 directeurs de programme. À la fin, on l'appelait la République bananière. Ah oui, d'accord, ouais. Coup d'État. Ah, il y a Fred Dumély, on lui fait un gros bisou. On s'est beaucoup amusé parce que c'était le bordel. Ouais. On a même eu une présidente de radio qui était un transsexuel
sicilien qui, à un moment donné, avait perdu le pouvoir. Il était très contrarié. Il s'était enfui avec l'émetteur de la radio. Il l'a jeté dans le port de Marseille. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc des sacrées personnalités, quoi. Ah d'accord. Le mec prend l'émetteur. Ben, Moi, ça me va pas. on était très proche de Carbone 14 avec Jean-Yves Lafesse et Super Nana. Et on était très complices pour foutre le bordel. Attends, je cherche la FG. Je l'ai là, regarde, hop. Ça y est. Il nous est arrivé de faire des soirées et des émissions ensemble. D'accord. Ah, j'ai une question que Fred, donc justement que je salue, Fred Duméli, qui gérait l'enfer à Dijon, qu'on recevra d'ailleurs lui aussi, qui disait, est-ce qu'il y avait du son italien, tu vois, genre Italo Disco sur FG? Est-ce que tu t'as un souvenir que ça passait, ça, ce type de musique? C'est aussi, bien sûr, il y a eu tellement d'animateurs sur FG, même dans les années 90, il y a des garçons qui ont dû jouer de l'Italo Disco. De toute manière, nous avions Salvatore Rousseau, qui venait souvent. Sal Rousseau de son... Sal Rousseau, oui, exactement. Qui avait le magasin BPM, c'est ça? Voilà. Ouais. Oui, je pense qu'il y en a eu. D'accord. Pas moi, mais encore que j'aime une certaine Italo-disco mélangée de BM qu'on écoute à Berlin en ce moment, avec d'ailleurs parmi ces artistes un Français, Pablo Bozzi, qui fait une période Black Unit et plusieurs autres projets plus commerciaux. D'accord. L'Italo-disco plaisait beaucoup dans le milieu gay, donc forcément il y a des gens qui en jouaient. Mais c'était difficile parce que par moment à FG il y avait tellement de monde qu'on avait énormément de mal à savoir tout ce qui pouvait s'y passer. Oui, c'est ça. Chacun menait sa barque et on ne pouvait pas savoir que 3 heures avant il s'était passé ça, etc. Voilà. Ouais, j'imagine, si c'était une fourmilière. Nicolas Kahn nous dit qu'il y avait des Italo Disco, il est affirmatif, puisqu'il était sur Paris d'ailleurs, Nico, à l'époque. Donc tu as connu la grande époque de FG, donc ça c'est la partie animateur radio, mais tu es journaliste, autodidacte, donc ça c'est quand même intéressant, c'est pas le journalisme, je sais pas moi comment on pourrait dire ça, journalisme un petit peu bateau, quoi. T'as tout appris sur le tas et t'es devenu, on va dire, un vrai journaliste à force de participer à des journaux. T'as collaboré avec énormément de... Ouais, de toute façon, je faisais des études littéraires, donc je maniais assez bien l'écriture et ce genre de choses. Et je connaissais énormément la musique de par ma collectionnite de disques. Donc, ça a été évident pour moi de faire du journalisme. Mais je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas très intéressant d'aller interviewer certaines personnes parce qu'elles étaient hostiles aux interviews et méfiantes, et on n'en tirait rien du tout d'intéressant à part des superficialités. Donc, moi, ce qui m'intéressait à la limite, c'était d'écrire des articles de fond plutôt que de faire des interviews. Ouais, surtout si t'avais pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je vais citer quelques magazines pour lesquels tu as travaillé. Alors attends, parce que j'ai des photos si tout va bien. Ouais. Alors vas-y, je vais chercher. Il y a Gig. Alors je sais pas si je le prononce bien. C'est Gig. Alors attends, laisse-moi trouver. Alors Gig. C'était Gig. Gloria. Voilà, Gig, donc ça c'était une revue rock classique avec un spectre assez large, mais qui était ouverte aux nouvelles musiques, alors que à cette période 79, Best et Rock and Folk étaient très tièdes sur le punk et la new wave. Donc on était obligé de rechercher d'autres journaux pour pouvoir nous exprimer. Et après j'ai travaillé pour Gloria Légué. Là, Gloria, c'est celui-là. Voilà. Place parce que là, il y avait du graphisme, il y avait des articles aussi bien sur la mode que sur l'art qui étaient très pointus. Mmh. Donc, c'était beaucoup plus intéressant de travailler. Et le garçon qui faisait Gloria, c'était le père de la DJ Roussia Janoumov. D'accord.
Et elle-même, c'est elle qui s'occupait du fan club des Cure quand elle avait 14 ans. Ah, elle était curiste, comme on disait à l'époque. Paris est une métropole, mais pour ce qui est des gens qui font des choses, c'est un village. On se connaît globalement à peu près tous. Ouais, dans les milieux comme ça, j'imagine, ouais, ça devenait plus restreint. Et d'ailleurs, tu sortais dans quel club ? Tous, je suis allé au Palace, au Bain-Douche, j'ai assisté à la création du Rex Club, j'étais là aux soirées d'Actuel qui ont été un peu le démarrage du Rex Club. J'ai fait tous les clubs de Paris, pratiquement. Il y en a qui t'ont laissé des souvenirs, je sais pas, inoubliables, on va dire, des grands moments de clubbing, il y en a qui sortent du lot ? Certaines fêtes du Palace et du Bain-Douche ont été vraiment très décadentes et très drôles. Au Rex Club, il y a eu de très bons concerts. Au Boy, il y a eu une ambiance assez extraordinaire aussi. Voilà, c'est par période en fait. Les clubs ne restent pas bons tout le temps comme ça. Il y a une émulation, comme la techno au début des années 90 a été une espèce d'émulation dont on cherche encore la recette pour essayer de la reprovoquer. Oui, c'est vrai, ouais. Ça fait un moment que ça dure, d'ailleurs. Ceux qui l'ont pas connu essayent de le revivre et ceux qui l'ont connu essayent de le revivre aussi parce qu'ils sont. C'est vrai que. Et surtout, on se demande pourquoi, alors que les endroits étaient les mêmes, n'étaient pas très intéressants, même les light shows n'étaient pas extraordinaires, on n'avait pas encore le temps de les changer, la sono était approximative, les conditions étaient désastreuses, on pouvait même pas s'asseoir. Voilà, les boissons étaient chères et pourtant tout le monde était content d'être là et d'être entassé comme des sardines. D'accord. Et donc, je pense que c'est une période qui est comme ça. Il faut dire aussi que c'était nouveau. Après, il y a une lassitude. Oui. Surtout quand on emmène les gens désespérément dans les mêmes endroits étriqués et chers, ça finit par lasser tout le monde. Et Nico nous parle au Bain-Douche et au Bâche, c'était lourd. Le Queen reste sa préférence. Et Fred Humelli parlait de la Luna. La Luna, c'était pas. Oui, la Luna, mais c'était un petit club. Voilà, c'était petit. De la rue Keller, c'était le petit club gay. Et c'est sûr que la Luna était un des endroits où ça a démarré, en particulier pour Laurent Garnier. Oui. Et il y avait un petit peu plus de house que de techno parce que c'était un club gay, mais c'est un des endroits où ça a démarré. Mais par rapport au Boy, c'est sûr que c'était un petit peu, on avait moins d'espace pour danser. Ouais. Quelquefois, c'est tout simple de dire quand il y a un dance floor avec un parquet en bois, c'est dans la poche. Donc, toi, de tes années New Wave, là, on parlait des années New Wave, des années début des années 80. Toi, c'est jusqu'en 1988 que tu as été à FG. Enfin, même, j'ai envie de dire que tu as fait tes activités même de journaliste, globalement. Avant de partir sur cette période 88-90 où justement tu as fait un tour du monde, t'as vu arriver la house, forcément, puisque 88, il y avait déjà même l'acid house, la new beat et les débuts de la house music. Ça m'intéresserait que tu nous racontes comment tu as vu arriver, je dirais pas muter, parce qu'on peut pas dire que c'est une mutation, mais quoique, cette période-là, 86, 87, 88, surtout avant que tu partes. C'est une question, parce que je regarde le Twitch aussi, c'est une question de Florent qui demande justement ses premiers émois de la musique électronique. Donc je suppose que c'est cette période-là. Donc voilà, comment tu as vu, toi, qui... La musique électronique, c'est les années 70 que c'est l'arrivée réellement de la musique électronique et ensuite de la musique électro, tout court. Le label de Daniel Miller, le label Mute, des artistes comme Fat Gadget et puis The Normal, qui sont vraiment les deux premiers trucs, je dirais, de l'électronique moderne telle qu'on l'écoute maintenant. On s'écoute quelques extraits. Hop. Tu parlais de Fat Gadget. Alors, est-ce qu'attention, parce que ça peut être striké, je pense.
Alors, pour éviter, je vais chercher la pochette. On parle par-dessus, bien évidemment. Alors, notre Fat Gadget. Excusez-moi, 1980. Fireside Favorites. Tu l'as vu en live, Fat Gadget? Je l'ai rencontré. Hélas, il est décédé en 2001 parce qu'il avait un problème cardiaque et on est tourné après 10 ans d'absence dans les années 90. Il a fait donc des tournées en première partie du Depeche Mode et a fait un arrêt cardiaque. Mais donc, c'est la première personne, un tout petit peu avant Dutch Amerikanische Freundschaft, à avoir amené la techno sur scène de façon physique, avec un jeu physique, même presque proche d'Iggy Pop et de la danse, quoi. Et bien sûr, sur ce même label, après, vont arriver des Depeche Mode, par exemple. Comment tu l'as vécu l'arrivée de Depeche Mode? Avec un peu de rigolant parce que ça faisait un peu synth-pop au début, ou en trouvant ça intéressant? Oui, au début, c'était surtout les filles qui aimaient bien. Hein, les grands groupes qui marchent, c'est souvent les filles qui accrochent. Donc forcément, elles appréciaient. Nous, les garçons, à la limite, on préférait des choses un petit peu plus trash, un peu plus insolentes que Depeche Mode. Moi, ce qui m'avait marqué pour Depeche Mode, c'était Master and Servant. Là, moi, j'étais gamin, mais ça m'avait presque de la techno, quoi. Le premier morceau vraiment intéressant, c'est Photographique. Ah, on t'a perdu. Tu peux rafraîchir ta page, voilà. Patrick, voilà. Non, c'était bon. Vas-y. C'est qu'il faut que je. Ah, on a perdu Patrick. Tu peux revenir, Patrick. Rafraîchis la page de Chrome. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Juste, je coupe les petits micros qui apparaissent pour pas qu'il y ait de. Hop, voilà. Tac. Partout. Ouais, c'est bon. C'est bon, Patrick? Oui. Ah, super. Ouais, je disais, ouais, donc, ouais, géographie, pas géographie. C'est quelle année, ça, de Dépêche Mode, ce. Oh, bah, c'est au tout début. C'est l'époque du premier album. Il y avait Just Can't Get Enough. Oui, voilà. Ouais. 82, non? 82. Just Can't Get Enough? Ouais, 82. Ouais, c'est assez récent. C'est assez, je veux dire, vieux, c'est un des plus vieux. Oui, très, très étudié du groupe et qui annonce tout le futur. Mais il y avait plein d'autres artistes synthétiques à cette époque et donc ils n'étaient pas tout seuls. Hein. On en a oublié les trois quarts, où ça s'est perdu, mais il y avait tout un mouvement qu'on appelait synthwave, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est vrai. Souvent, on confond la new wave et la synthwave, synthpop. C'est vrai. Ce qui est faux, puisque les 2/3 de la new wave étaient des guitar bands, quand même. Hein, faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, c'était le règne total des guitar bands. La musique synthétique, elle était tolérée, mais la plupart des gens pensaient que c'était comme Popcorn et Jean-Michel Jarre, c'est-à-dire une très bonne musique pour les ascenseurs. Ils prenaient pas ça au sérieux et moi j'étais une des rares mecs à leur dire mais c'est la musique du futur, ne vous faites pas d'illusions, les instruments que vous utilisez actuellement vont devenir obsolètes et ça ouvre beaucoup plus de possibilités dans le son tout en étant moins cher en plus. Ouais, c'est vrai que vous étiez pas nombreux à dire ça, hein, surtout dans la musique un peu qui tournait autour du rock, c'était pas. Il faut savoir que même un groupe comme Dead Can Dance, qui étaient des amis à moi, ont démarré, ils avaient besoin de faire beaucoup de musique orchestrale et ethnique. Mais au bout d'un moment, ça coûtait une fortune de payer des musiciens ou de les faire venir sur scène. Donc forcément, ils ont été un des premiers groupes à expérimenter toutes sortes de sampleurs pour pallier à ça. Donc la techno, c'était pas seulement cette musique qu'on a écoutée, c'était toute une révolution musicale dans la façon d'enregistrer, diffuser et vivre la musique. Donc c'est vrai, tout à l'heure je disais comment tu as vécu cette période
après 1988, tu vois, cette deuxième moitié des années 80, parce qu'il y a quand même eu des changements majeurs. Il y a eu, après la New Wave, il y a eu le BM, hein, bon, l'Italo Disco. Toi, tu avais connu l'électro, etc. Mais comment tu as vécu l'arrivée de la house, New Beat, Acid House? House, New Beat, Acid House. En tant que gay, j'avais l'habitude des soirées gays, hein, entre autres la Getty Dance du Palace, qui m'a permis d'ailleurs de connaître les extasies à peu près 5 ans avant tout le monde, puisque ça existait déjà aux États-Unis sous le nom d'Acid Disco. Ah, Acid Disco. D'accord. Bon, les enfants qui nous regardaient, bien sûr, ne faites pas ça. Hein. Non, pas d'acid disco. On connaissait toute cette culture. Moi, autant je pouvais aimer certaines choses de House Underground, je n'étais pas excessivement sensible à cette musique. J'étais plus intéressé par la techno. Donc à cette époque, j'étais à fond dans le BM. D'ailleurs, je faisais une émission. Quand j'ai recommencé sur FG en 1990, j'ai tout de suite fait une émission de BM qui s'appelait Psych Out, d'après le morceau de Midbeat Manifesto. D'accord. Qui faisait beaucoup de collages sonores, hein, Midbeat Manifesto, hein, c'est pour ceux qui connaissent. Hein, c'était des expérimentations, on va dire beaucoup au sampler, hein. C'était beaucoup d'utilisation de sons à droite, à gauche. C'était d'une espèce de bricolage un peu fou comme ça. Il mélangeait tout. Hein. Tout était. On peut mettre quelques extraits. Il y a du DAF, là, je vois. Il y a du Kraftwerk. Bon, Kraftwerk il n'y a pas Midbeat Manifesto. Non, mais on peut mettre. Ouais, on peut mettre un petit DAF. La musique. Alors, on t'entend pas très bien là. Ouais, quand on met la musique, non, je pense pas. Ah, ne sois pas énervé. Non. Alors, me demande pas de traduire l'allemand, Jean, je ne sais pas. C'est l'énervement ou la peur, je sais plus. Alors, attends, c'est là. Pareil, t'as vu qui alors? Qui t'y a vu en concert, toi? Ou même en vrai, hein, de tous ces artistes, tu disais que... Bien sûr, j'étais très jeune à l'époque, j'ai vu tous les concerts. Joy Division, ouais. Plusieurs fois. Tu nous as mis un autre extrait de DAF. Vas-y, mets-le. Et DAF, d'ailleurs, c'est la grande rupture, c'est-à-dire la musique électronique devient dansante, elle devient punk même, quelque part. Sur scène, c'était très violent, c'était très physique. Ouais, un peu comme le BM, ouais, en général. Ouais. Si le Suicide, c'était quand même un petit peu plus comateux, un petit peu plus planant, quoi. Je suis obligé de me battre avec mon chat qui veut monter sur l'ordinateur. Bon, qu'il appuie pas sur la touche. Ouais, donc t'as vu. Ouais, Joy Division. Ouais, c'est vrai que. Je suis obligé, justement. Vas-y. Attention, parce qu'il a fait tomber la box. Ah, les chats. Comment il s'appelle? On va le gronder. Alors continuez, hein, parce que bah écoute. Ouais, tu nous entends, Patrick? Oui, très bien. Ouais, donc toi, t'as pas été spécialement particulièrement marqué par l'apparition de la house, la new beat et l'acid house, quoi. C'était un truc. Si, pour aller s'amuser et danser, bien sûr. Dès 88. Comme j'allais très souvent à Londres, j'étais dans les fêtes de Brixton. Je suis allé aussi à Ibiza. Et puis c'est quand je suis allé en Inde et que j'ai vu Goa, je me suis dit, bon, c'est pas seulement un simple mouvement de disco dance faisant suite à la high energy, il y a quelque chose en plus qui est en train d'arriver. Et donc, ça m'a intéressé de reprendre les émissions de radio à la suite de ça. Donc, en fait, c'était pendant le 88-90, cette période où tu as fait le tour du monde, où justement, c'est cette période-là, en fait, où tu as quitté la France, en fait.
Oui, enfin, non, j'étais tout le temps à l'étranger. J'avais pas envie de faire de la radio à ce moment-là. D'accord. Donc Ibiza, Goa, d'autres pays? Londres, la Belgique aussi. Et en rendant visite à mes amis, j'étais invité dans des fêtes où je voyais bien qu'un énorme mouvement musical était en train d'apparaître et que ce mouvement musical était multiforme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement le côté house, le côté, je pourrais dire, hérité de la disco, tu vois. Il y avait d'autres côtés proches de l'EBM ou d'autres secteurs de la techno, et donc ça m'a intéressé. D'autant plus que FG, à cette époque, qui s'était fait appeler Future Génération, pendant un moment, était à l'agonie financière et il fallait vraiment trouver une nouvelle dynamique pour relancer la radio et la légitimer, sans quoi on nous retirait notre fréquence. Donc, j'ai fait le pari complètement insensé et absurde du tout techno et ça a marché. Je peux vous assurer que c'était un pari parce que j'étais même prêt à gagner la frontière dans la nuit si ça ne marchait pas. D'accord. C'est là qu'il y a eu les trois émissions. Tu animais à cette époque-là, post-90 là. Il y avait Psychout, donc tout ce qui touchait à l'EBM, Rave Up, dont on aura l'occasion d'en parler parce que là c'était quand même, on en parle encore aujourd'hui, et Happy Hour. Voilà. Happy Hour a été baptisé par la direction, quoi. Collé justement à cause des horaires avec le Happy Hour. Plutôt que de l'appeler comment, vas-y, tu peux révéler comment tu voulais l'appeler, toi, ça? Tout et n'importe quoi. Au moins, on imagine le concept. Après, ça peut être, ça peut être génial. On annonçait tout le calendrier de ce qui pouvait être intéressant dans la nuit parisienne ou dans la scène artistique. Voilà. Ouais. Et donc Happy Hour c'était ça, Psychout c'était EBM, donc Indus effectivement, en plus au début en 1990, bon c'était pas tellement le style de musique qui avait le plus le vent en poupe non plus. Le BM. Ouais, le BM, ouais. Détrompe-toi, parce que la scène psytrance, la fameuse scène de Goa, ce n'était jamais que de l'EBM qui a rencontré des musiques un petit peu plus ethniques. Ouais. Quand on allait à Goa, même en 89-90, on entendait beaucoup de morceaux de BM. La Maquina en Espagne, c'était de l'EBM. Oui. Et une partie de la trance allemande qui était diffusée était également de l'EBM. C'est vrai, purée, ce que tu dis. Alors, c'est la première fois qu'on évoque ça, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que la techno allemande au début, type Technodrome International, tout ça là, post-new beat, proto-techno, je sais pas comment on peut appeler ça, et c'est vrai que c'était c'était très EBM, et les Espagnols étaient très influencés par ça, et le Bacala ou la Maquina, au début, c'était ça. C'était pas poète-poète comme c'est devenu après, hein. C'était ça, ouais. Ah, on en avait jamais parlé de ça. C'était les mêmes musiciens en plus, de toute manière, parce qu'il n'y a pas 36 000 personnes en général. Et tout ça se faisait sous la dénomination de musique de dance, donc les mecs en faisaient au kilomètre de ce genre de musique. Ouais, tout à fait, ouais. On t'appuie à la caméra. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être il faut rafraîchir. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. Tu rafraîchis Chrome. Tu rafraîchis ta page Chrome et tu retapes Patrick, et des fois il n'y a pas besoin, ça le fait tout seul. Oh. T'as rafraîchi la page Chrome? Oui, j'ai rafraîchi, mais bon. Ouais, c'est bizarre, on t'a perdu en caméra. On parle des compilations Serious Beat. Oui, alors Serious Beat, c'était compile belge, plus techno. T'as suivi là tout ce qui se passait en techno belge, tout ça, l'époque, il y avait quand même pas mal de différences entre les technos, on va dire. T'avais une prédilection, toi, parce qu'il y avait les technos américaines, l'allemande, la belge, l'anglaise.
La hollandaise. Et la techno américaine avait beaucoup plus de classe parce qu'il y avait un travail de production, un travail d'intelligence musicale qui était nettement supérieur. Ouais. Et en plus de ça, il y avait tout le travail de qualité de la scène dance américaine qui quand même produisent bien. Ouais. Donc, c'est un petit peu au-dessus, mais pas forcément toujours très fun. Tu vois, tandis que les Belges, qu'est-ce qu'ils proposaient? Une musique rapide à consommer, extrêmement fun. En particulier pour les gens qui sont complètement défoncés sur le dance floor, c'était encore plus drôle. Donc, c'était pas la même démarche et il y avait des bons titres dans ces différentes scènes. Alors, bien sûr, je pourrais dire que la scène de Detroit et la scène de New York étaient infiniment sérieuses. Mais avant l'arrivée d'Omar Santana et de Lenny D, c'était pas excessivement fun. Ah ouais, parce que Omar Santana et Lenny D, c'est les New-Yorkais qui ont osé faire un peu on va dire, de hardcore, on va dire. Oui, parce qu'il y avait des Américains, parce qu'il y a toute, on le sait, il y a quand même une opposition entre les deux styles, en particulier en France et tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des Américains qui aimaient la techno belge, que ça les amusait énormément. Ouais, voire même influencés, parce qu'à des moments, ils essaient. Je vois Joey Beltram, par exemple, était très orienté vers la Belgique et envoyait ses prods justement chez les Belges. Ben oui, parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de scène pour ça. Ouais. Donc, les Américains n'étaient pas reconnus chez eux, ils étaient même considérés comme des pestiférés, des défoncés. Hein. Je savais par mes amis américains qu'aux États-Unis, tu disais que tu allais dans des soirées techno en 90-91, tout le monde te regardait genre, oh, un drogué. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était. Et donc, le succès, c'était en Europe, c'était les boîtes belges, c'était la scène anglaise, c'était l'Allemagne, et puis ensuite la France, qui est arrivée très en force pour une fois. Ouais, en retard, mais en force après, oui, effectivement. Et la France, très traditionnaliste, a surtout excellé donc dans une musique qu'elle connaissait bien, qui est une musique plus fun, plus house. C'est quand même là que la France a excellé, puisque nous sommes le pays de la disco. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis après ce qu'on appelait la French Touch, etc. Par contre, là, je pense que ça change maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des Français dans tous les styles, dans toutes les scènes, et c'est une surprise, parce qu'on n'a jamais été très, très pris au sérieux, que ce soit dans le rock, la recherche musicale, enfin, différentes scènes, il n'y avait pas énormément de Français, et depuis quelques années, ça a changé, c'est pour ça que je suis content de reprendre Rev Up. Ouais. C'est ce que j'espérais, pas seulement diffuser de la bonne musique, mais qu'il y ait une scène française qui se respecte derrière. J'ai une question que je voulais te poser tout à l'heure, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Quels sont les DJ qui t'ont influencé quand ils ont joué, qui t'ont marqué? Oh bah, il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup. Mais un de ceux qui m'a le plus impressionné, c'est Jeff Mills, avec sa propension à jouer des disques que quelques quarts de seconde, et on recevait les disques dans la tronche parce qu'on était juste derrière. Tu vois, il n'avait pas le temps de les remettre dans les pochettes, donc il les jouait derrière lui. Lui, il m'a vraiment impressionné par sa précision et son intelligence. Mais beaucoup de DJ m'ont plu, bien sûr, mais lui était très impressionnant à l'époque où il faisait encore le show, quoi. J'ai une question de Brice qui demande pourquoi tu as poussé le hardcore et la Goa et moins la techno.
Oh, c'est une question un petit peu de circonstance. La techno, à la limite, n'avait pas besoin de moi. Au début, j'étais franchement techno et tout, mais une fois que le mouvement s'est enclenché, la techno dominait de toute manière le paysage. Et donc, moi, ça m'a amusé d'aider ce mouvement hardcore qui naissait. Pourquoi ? Parce que deux amis très proches de moi étaient partie prenante dans l'histoire. Tout d'abord, Laurent Haut, que j'avais rencontré au Boy. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il était un musicien de musique industrielle, je lui ai conseillé de se lancer, puisqu'il était passionné par cette musique, dans le DJing et la production. Oui. Voilà. Et aussi Lisan Elias, qui était donc le copain d'une de mes meilleures amies, qui était un musicien belge qui était venu vivre en Bretagne, dans le village à côté de chez moi. Et donc, pareil, je l'ai poussé à faire ça parce que comme c'était un pionnier de l'informatique musicale, on le connaissait vraiment pour ça, c'était très facile pour lui, il avait une longueur d'avance. Et donc, du fait que ces gens très proches se sont mis à développer un hardcore à la française, bon, ben, j'ai suivi derrière. Et autrement, de mon goût personnel, à un moment, ça m'a amusé, la psytrance. Tant qu'elle était psychédélique, tant qu'on pouvait jouer des sons hard et tout, ça m'a plu. À partir du moment où il n'y avait plus rien de psychédélique et il fallait jouer de la progressive mélodique, je me suis enfui. D'accord. Ouais. Alors moi j'y connais pas grand chose, j'avoue, là, tout ce qui est psytrance et tout ça, même Goa, je suis jamais été très sensible à tout ça, puis je connais pas bien en fait. Il y a eu une époque Goa quand même, une époque où c'était la mode. Toi, ça t'a plu cette période-là, je dirais première partie des années 90 avec les raves. C'était une musique avec un large spectre. Et donc, il y avait des choses plus ou moins commerciales, plus ou moins mélodiques, plus ou moins recherchées, plus ou moins psychédéliques. Et donc, dans cette musique psytrance, je n'étais pas trop ouvert à ce qui marchait le plus. D'accord. Et je regrette d'ailleurs maintenant beaucoup d'être resté trop longtemps là-dedans, parce qu'il était clair que ces gens n'étaient pas là pour faire de la bonne musique. Pour faire une espèce de club med vaguement psychédélique et commercial. Oui, d'ailleurs, ça c'est vrai que ça a explosé, puis ça s'est un peu tassé après rapidement la scène. Okay, Patrick, on va essayer de retrouver ta caméra quand même. Est-ce que tu peux à nouveau rafraîchir la page de Chrome ? En relançant un lien peut-être. Ouais, relance le lien. Dans ce cas-là, ferme la fenêtre et relance le lien, ouais. Je te laisse relancer la caméra. Il y a beaucoup de gens sur le live qui parlent de Lisan Elias. Ta rencontre avec elle, lui, c'est pas évident de déterminer. Moi, je disais elle, mais bon. Tu peux nous raconter ta rencontre ? Attends, parce que là, on va essayer de finir avec la caméra. Tu me dis quand t'as relancé le lien ? Oui, ça y est. C'est bizarre, parce que moi, je te... Non, attends. Je viens d'écrire le nom. Voilà. To connect to the session. Ouais, sinon tu mets Patrick 2 et je vais me débrouiller, mais c'est bizarre que... Ouais, attends, c'est ce que je vais faire, c'est moi qui vais me déconnecter et me reconnecter. Voilà, ça peut arriver. Voilà, je me reconnecte à la session précédente. Voilà, essaie de revenir là maintenant, Patrick. Voilà, Patrick est de retour, je vais le rajouter. Ah, c'est cool. Faut que je le rajoute, mais je vais le faire. Je vais le faire en direct. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Elle était venue jouer en Bretagne avec son groupe de New Wave funk, électro-funk, Chris Cardiac. Et donc, une de mes meilleures amies est tombée amoureuse de Lisan Elias parce qu'on est des gens un peu bizarres, on fout un peu des Les gens tombent amoureux, quoi.
Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et donc, Lisa avait ensuite fait une petite carrière solo où elle faisait les premières parties du groupe New Wave Minimal Compact. Et je te dis, à un moment donné, quand on a vu arriver toute la house et la techno, j'ai dit à Lisa, écoute Lisa, tu as toutes les compétences pour faire le DJ, parce que pour un musicien, il s'agit toujours de survivre et tout. Et voilà comment ça s'est passé. D'accord. Parce que moi, Lisa, j'ai connu quelques projets au début qui n'étaient pas encore hardcore, c'était 91, je crois. C'était déjà de la techno, on va dire belge, on va dire. Oui, elle avait fait un maxi pour... Ouais, sur Atom, ou je sais plus quel label, à vérifier. Et par contre, ce qui m'avait étonné avec elle, c'est que moi je l'avais vue à Toulouse, dans une rave, un truc de fou. C'est que très rapidement, dès 93 et tout, elle était dans ce qu'on appelle, ça me fait le speedcore, c'est-à-dire que c'était pas du hardcore, tu vois, 150 BPM, c'était très très rapide. C'est culturel quand même, parce que Lisa est une parfaite flamande. De son vrai nom, c'était Hans van den Abel. Il venait de Bruges, et donc dans sa région, toute son ethnie, qu'elle soit hollandaise ou flamande, tout le monde était dans le hardcore et la hard techno. Chez eux, il s'est passé quelque chose, parce que là-bas, ça a été plus hardcore que partout ailleurs. Mais particulièrement rapide, tu vois, et autant qu'il y avait déjà le gabber qui était venu des Pays-Bas, mais si tu écoutes les premiers morceaux de Lisa, c'était tellement rapide, mais je parle de ça en 93, quoi, début 93, ce qui se faisait pas vraiment aussi rapide. Laurent O et Lisa, à un moment donné, s'étaient mis en tête d'utiliser des dynaccords. Ah oui. Monter à plus 25 plutôt que plus 16. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Il y avait une surenchère dans le hardcore. Je pense que la surenchère faisait partie du hardcore. Et parmi les élèves, je dirais, de Lisa Elias, que ce soit Laurent Lapesse, Morgane ou des gens comme ça, ils sont allés encore plus loin. Ils sont allés jusqu'à 1000 BP, d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai, même que tu dis ça, je me rappelle d'une interview sur Coda de Laurent O, où justement on le voit avec deux reel to reel, avec deux dynaccords, comme tu dis là, deux magnétos à bande en fait. Et je comprenais pas pourquoi, maintenant j'ai compris. Il jouait avec des magnétos en fait pour aller le plus vite possible. Oui, bien sûr. Ah, c'est marrant ça. Ensuite, des morceaux tout faits sont arrivés. On n'a pas besoin d'accélérer énormément. Mais au début, beaucoup de disques, des premiers mix de hardcore étaient des disques tout à fait normaux qui avaient été accélérés de façon incroyable. C'est ce qui se faisait régulièrement à New York avec la Brooklyn Techno Mafia. Ben justement, on va envoyer un peu de son. Oh. Vas-y. Je me rappelle de ce morceau. Oui, c'est un projet scandinave. Ouais. Je me rappelle très bien de ça. Je l'avais sur une compilation. Le hardcore. En 93, les copains, on n'est pas en 97 là. 93. Ça fait boum boum. Alors, il y a un côté extrêmement punk que j'aime beaucoup. Projet. Ouais, je me rappelle parfaitement de ce morceau. Et je l'avais sur la compilation Branded, je crois, une compilation allemande hardcore que j'avais. Justement, c'est l'époque où le hardcore était vraiment passionnant. Ouais, tout à fait. Très créatif et très passionnant. Tout à fait. Après, je préfère ne rien dire. C'est souvent comme ça avec des niches musicales, les gens s'en emparent et les détruisent en sacrifiant la créativité à la rentabilité. C'est vrai que ça faisait partie, je le disais, moi j'étais très hardcore en 93, j'étais pas du tout trance, j'aimais pas du tout ça.
Et c'est vrai que c'était tellement différent, d'un maxi à l'autre, ça me rappelait les époques précédentes, tu sais, de New Beat, de Techno, ou Acid House, où il y avait un moment excitant et nouveau. Chaque semaine, il y avait un nouveau son, une nouvelle idée, un nouveau délire en fait. Je pensais que les choses continueraient comme ça d'ailleurs dans la techno, mais à un moment donné, les nouveaux styles se sont figés et sont restés jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à très récemment, parce que là c'est en train de changer depuis 10 ans. Mais il y a un moment donné où ça s'est figé après 1994, je dirais. Mais de 1994, c'était un chaos délicieux. Quand on allait acheter des disques, on ne savait absolument pas du tout ce qu'on allait trouver, et on allait trouver des choses absolument stupéfiantes, souvent. Quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Je me rappelle très bien de cette époque. Ouais, ça mélangeait l'acide, là, tu vois, avec... Dans une de mes émissions avec Oleg, on a vécu une période où la techno, tous ces mouvements, on disait techno, voilà. Il n'y avait pas encore le genre devant la musique. Et puis après, tout s'est divisé, les scènes se sont divisées, on a créé des salles différentes dans chaque fête et tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'était beaucoup plus intéressant de mélanger tout le monde, de confronter les différents styles et de voir les interactions qu'il pourrait y avoir entre eux. Ouais. Les Needy, DJ Skinhead, qui avait bizarrement choisi son nom, mais qui faisait des trucs de fou. C'est vrai, Yves de Ruyter. Un techno qui a du talent est tout à fait capable de faire de la house, du down tempo, du hardcore, de la trance. Tout ça, c'est des exercices de style pour lui. Mais on a perdu ce côté-là et je pense que ça revient un petit peu. Il y a un petit peu moins de cloisonnement. Pour illustrer ce que tu dis, je pense à Joey Beltram. À cette époque-là, je parle de cette époque-là en plus, où on venait de le connaître pour de la techno, il avait démarré avec de la house, et là il faisait du gabber, hardcore, et il faisait des sonorités un peu trancées aussi, mais tout en étant un peu... j'avais acheté justement à Bruxelles un maxi à cette époque-là, de Beltram, et c'était mélodieux, c'était triste, c'était agressif, c'était tout en même temps en fait. C'était un joyeux bordel, un joyeux mélange en fait de tout. Et c'est vrai que ça se voit plus trop. Ouais. Tous ces styles étaient déjà dans la techno. Quand on écoute les premiers morceaux des labels américains, on voit très bien qu'il y avait déjà tous les styles. J'en parlais avec Laurent Garnier. Les 3/4 des styles, sauf peut-être le dubstep, qui est peut-être le plus récent. Tous les styles étaient présents avant 1995. T'es la première personne qui... C'est ma théorie, et pour l'instant, malheureusement, hein, je dis à l'antenne à chaque fois, je dis, si quelqu'un peut me faire mentir sur le fait que la dernière nouveauté dans la techno, dans la musique électronique, c'était le dubstep, j'aimerais qu'on me fasse mentir, mais le problème, c'est que non, tu vois, même toi, tu confirmes que depuis le dubstep, il n'y a rien de nouveau, quoi. Oui, voilà, le dubstep, c'est vraiment, ça découle du breakbeat et de ce genre de choses, mais c'est vraiment nouveau. Mais autrement, pour les autres styles, ce sont des choses que l'on développe depuis 30 ans, je dirais, et certaines n'ont pas encore été totalement développées. Par exemple, le BM était un peu passé... légèrement, il mériterait d'être plus célébré. Donc c'est pour ça qu'il est revenu ces 10 dernières années. Ouais, tout à fait, ouais. Ça m'a surpris, bien que tout le monde était en revival des années 80, mais il faut savoir que le revival des années 80 qui persiste depuis les années 2000 est actuellement 2 fois plus long que les années 80 elles-mêmes. Oui. C'est vrai. Putain, c'est vrai parce que en général, ça durait 2 ans maxi. Et au bout de 2 ans, il y avait une nouvelle révolution qui arrivait, une nouvelle folie.
Tu vois, ça s'enchaînait, je disais chaque fois, t'avais l'électro, le new wave, cold wave, EBM, Italo disco, new beat, house, acid house, techno, hip house, hardcore, trance. Beaucoup de ces mouvements, y compris la New Wave, n'ont pas été complètement célébrés de leur vivant et qu'actuellement, certains groupes se font plus d'argent maintenant qu'ils s'en sont faits à l'époque. C'est-à-dire que ça y est, la New Wave underground, le gothique, la musique industrielle sont devenus, je dirais pas mainstream, il ne faudrait pas exagérer non plus, mais sont reconnus. Ouais. Alors, à l'époque, pas du tout. C'était musique de défoncé, bizarre, habillé tout en noir, là, au secours. Quoi, tu vois. Qui dansait près du corps. Oui. Ouais. Là, il y a Nadège qui nous dit quelque chose. On était vraiment les corbeaux, quoi. On était les chats noirs de l'histoire. Nadège nous dit ce qui est nouveau, c'est vraiment la fusion des styles. Les frontières entre les styles deviennent poreuses. Exactement. Mais ça a commencé dès le début de la techno et le télescopage de plusieurs cultures à chaque fois. Et donc, c'est normal que ça continue puisque nous allons vers le métissage. Nous sommes dans une société mondiale, même s'il y aura toujours des spécificités géographiques. Il faut savoir qu'actuellement, tout le monde écoute de l'EBM, y compris des Indonésiens, des Chiliens. C'est incroyable. On voit arriver des disques de tous les pays. Ouais. Oui, c'est vrai, on peut plus dire par contre comme avant, ça vient de Belgique, ça vient de New York, ça c'est plus possible, on peut plus savoir. C'est un peu plus difficile maintenant. Oui. D'autant plus qu'avec Internet, on ne sait pas quelle est la réelle provenance tant qu'il n'y a pas une biographie. Oui. Et donc, c'est intéressant parce que de toute manière, notre culture moderne actuelle est internationale. Donc, c'est tout à fait normal que tout le monde réagisse aux mêmes choses. C'est vrai. Fred te demande justement comment expliques-tu, Patrick, qu'on n'ait pas eu une nouvelle révolution musicale depuis peut-être 15 ans maintenant, ça commence à faire long. Ouais. Là, j'aurais aimé avoir Jean-Yves Leloup qui écrit souvent à ce sujet, c'est-à-dire les interactions entre les supports musicaux, les générations et tout ça. Donc là, il se trouve qu'on a eu une révolution numérique et que la techno a été l'avant-poste de cette révolution numérique dont elle bénéficie en premier lieu. Et il va falloir attendre, je pense, qu'il y ait une autre révolution pour qu'il y ait un nouveau son. C'est-à-dire que là, ce qu'on va voir apparaître, ce sont de nouvelles branches de la techno et de la house, ou alors des vieilles branches qui vont ressortir, mais il va falloir attendre, à mon avis, un petit peu avant qu'il y ait une nouvelle révolution musicale. C'est un peu ce que dit Nadège, la fusion des styles sur le chat. Et la même chose dans le rock, tout ça est lié aux instruments, à la technologie, en fait. C'est la technologie qui tient tête dans l'histoire. Le son des années 80 est entièrement imputable à la marque Korg, par exemple, quoi. Il y a quand même des choses qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des musiques que l'on écoute sont dues à un ensemble de sonorités produites par une marque. Yamaha, la techno doit beaucoup à Yamaha, par exemple. Et à d'autres. Oui, et Roland. Oui. Ne l'oublions pas. Alors, on a des questions là des questions métaphysiques là, Brice. Pourquoi est-ce que la techno est partie en couille ? Pourquoi l'EDM marche ? Pourquoi on revient à du hard beat mais mal fait ? Bon, il y a des mots qu'on boycotte sur notre radio, c'est le mot EDM, attention. Déjà, je l'ai dit 2 fois, c'est trop là. Déjà, j'en ai pour 1 an. Attention. Voilà. EDM. Voilà. On peut dire dance music si vous voulez, mais on va pas utiliser le langage de l'ennemi. On peut appeler ça DM tout court. De la dance music. C'est de la dance music tout Exactement. simplement en fait. Et que n'est pas grand-chose dans l'histoire. Ouais. Mais ça marche, pourquoi ? Parce que ça passe à la télé et parce que ça passe à la radio. Ça a toujours marché.
Et même quand on faisait de la techno, on avait les premiers disques techno étaient mélangés avec des musiques épouvantables issues de la high energy ou de la dance music la plus pourrie. Il fallait faire le tri, hein, quand même. Ouais. C'est clair que. Après, c'est vrai que la dance music a toujours été là, elle s'est toujours mélangée un peu avec les styles. Elle a fait son chemin avec les styles actuels, souvent. Hein, donc, particulière dans sa construction hypnotique, un peu incantatoire, qui existe même dans la techno de Detroit. Il y a quelque chose de très particulier dans la techno qui est un petit peu religieux d'ailleurs, un petit peu rituel, hein, plutôt que religieux. Religieux, c'est stupide, les gens vont se faire des idées. Non, c'était rituel. Et c'est pour ça que la techno est différente. Ouais. Ah, il y a Brice, il arrête, là, il est en plein questionnement métaphysique, hein, sur la techno. Mais pourquoi le beat s'accélère? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a raté? Après, c'est des histoires de cycle aussi, hein. Il y a Renaud qui dit que c'est aussi la seule musique qu'on peut mixer sans les mains. Ouais. Après. Ouais, mais après, c'est des histoires de cycle. Et puis, c'est vrai que là, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que certaines branches de la techno, il y a eu une influence notable de certaines drogues. Quand même, il faut le dire, que ce soit dans la psytrance avec l'acide dont ils abusaient, donc forcément, ça a apporté une coloration musicale particulière. Chez les hardcoreux, un abus total d'ecstasy. Et d'amphétamine. C'est marrant, donc tu penses que les drogues ont influencé certains styles? Le problème de la techno, c'est toute la techno est une musique psychédélique. Parce que qu'est-ce que c'est le psychédélisme? C'est un mouvement artistique sous influence psychotrope. Et c'est le cas de la techno. Et il y a certaines branches de la techno qui correspondent à certaines drogues plutôt que d'autres. Je pense que ça a joué beaucoup. Ouais. Tout comme le rap a, on va dire, plus herbe et plus shit et plus autre. Et à l'époque, on disait que les hardeux, c'était, à l'époque, c'était les concerts de Nirvana, hein, c'était vas-y l'héroïne, vas-y. Et après, t'as la cocaïne qui s'est mélangée à tout en même temps. Voilà. Voilà, tous ces mouvements musicaux ont été influencés par les drogues depuis les années 50. Hein, le jazz américain qui venait dans les boîtes parisiennes, c'était déjà la cocaïne et l'héroïne. Le rock'n'roll aussi. La différence, c'est que la techno fait appel à des drogues plus psychiques. Et des drogues qui sont plus sensuelles et plus hédonistes. Et qui coûtaient peut-être moins cher. Hein. Oui, et qui ont été aussi nettement moins dangereuses pour la santé, parce que ça peut éventuellement rendre des gens un petit peu instables avec l'acide. L'ecstasy, il faut vraiment en avaler beaucoup pour en mourir. Donc, on n'a pas eu une hécatombe à cause de ça. Et même actuellement, les gens qui ont des problèmes de santé qui dérivent de ça me l'avouent. C'est plus l'alcool qui les a tués. Ouais. L'alcool restera toujours la drogue numéro 1 de l'être humain. Hein, donc, Ce que l'on voit qui pourrait nous rassurer, c'est que dans les protocoles du futur pour soigner les maladies mentales, on retrouve toutes les molécules que les gens consommaient pendant la techno, de la psilocybine, ouais, MDMA, compagnie. Vitamine. Et en microdose, ça soigne la santé mentale. Donc, on peut se dire que nous avons été des précurseurs peut-être d'une période où il y aura moins de souffrance mentale. Alors, il y a Brice qui dit qu'il nous quitte parce que sa femme est très loin de tout ça et qu'il faut la rejoindre. Mais Brice, j'ai envie de te dire au contraire, hein, qu'elle nous rejoigne et qu'elle découvre ce mouvement musical dont elle est si loin. Après, il y a un replay, hein, donc tu pourras le revoir tranquillou. Hein. Ouais, un replay que je vous rappelle qu'on poste maintenant assez rapidement sur YouTube. On a parlé de fond, mais on a oublié la petite question maximum. J'aimerais que te la poses, je la pose à tout le monde.
Allez, on la pose. On met le jingle. Elle va sonner peut-être différemment en plus pour. Ah ben oui, ça c'est sûr. Forcément pour. Voilà. Alors regarde un petit jingle pour toi. La question maximum. La question maximum. Le temps que Jean rallume son écran. Voilà, l'écran qui s'éteint, comme ça. Comme Tu l'as rallumé. C'est Ouais. bon. Voilà. Il sait faire. Alors, Patrick. Attends, parce que c'est toi qui as mis. Non, attends. Maximum. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, on va mettre le logo de l'époque, surtout. Bon, écoute, Maximum, c'était une des radios de l'époque. D'ailleurs, ils avaient commencé un tout petit peu avant la nouvelle formule de FG à animer un petit peu la bande FM avec de la techno belge essentiellement. Mhm. On entendait beaucoup Le Dormeur doit se réveiller. Ah, notre copain Jackie Meurice. Ça a fait Qu'on a interviewé, sache Patrick, qu'on a interviewé donc notre ami Jackie Meurice, qui hein. aussi SA42, que tu dois le connaître plutôt sous cette appellation EBM. Et ça 42. Ouais. Donc Jackie Meurice, c'est celui-là qui a fait Le Dormeur doit se réveiller. Voilà. Bon, après, c'est pas lui qu'on a bénéficié de l'argent, hein, bien évidemment, hein, c'est quelqu'un d'autre. Si, il en a bénéficié, mais un petit peu, beaucoup. Mais pas un truc. Et sache aussi qu'on a reçu notre ami, et de moi, Jean, j'ai mémoire de. Quoi, Bruno Sanchoni? Ouais, Bruno Sanchoni de Café Geoflove, quand même. Voilà. Donc pour tous ceux qui connaissent l'émission qu'à partir d'aujourd'hui, ben, bienvenue à vous déjà. Et sachez que oui, on a interviewé tous ces gens-là et ces replays vont être bientôt disponibles sur YouTube. Parce que là, j'ai une frénésie de replays. Là, j'en ai, on en a 6 ou 7 d'avance là qu'on va pouvoir vous poster. Et pour en revenir avec Maximum, Maximum a été acheté et relancé par FG pour privilégier la techno. Comme ça, FG reste une radio plutôt dance to house. Ouais. J'ai même la photo. Alors normalement, Jean, tu me l'avais mis de côté. On va chercher le nouveau logo de Maximum qui est juste là. Normalement, je vais vous le mettre. Ça, c'est une émission Rev Up. Voilà, Maximum. Le logo, le Maximum. Il y en a deux. Il y a Maximum 90s et Maximum, le nouveau. Donc, Rev Up, c'est l'émission que tu animes sur Maximum. Voilà. Et Maximum qu'on retrouve effectivement. Donc, pour l'instant, on le retrouve en DAB+, c'est ça? Elle n'est pas en FM, elle est que sur le DAB et sur Internet, bien évidemment. Voilà. Je me trompe pas, hein. Pour l'instant, c'est que peut-être bientôt à Montpellier quand le DAB va arriver sur Montpellier et autres, mais voilà, c'est ça. Bon. Ça sera la radio numérique, qui était censé être le futur de la radio, qu'on attend depuis 20 ans, qui nous en parle, mais. C'est un Maximum underground qui sera sur le web. Comme il existe FG Chic par rapport à FG. Mmh. Comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus te voir pour réactiver RevUp? En fait, c'était à l'occasion d'un événement créé par la Google Foundation of Arts de parler des débuts de la techno. Toutes les villes du monde ont été contactées pour qu'on parle des débuts de la techno, qu'on fournisse des documents pour en faire une espèce d'exposition virtuelle et tout. Et donc, au passage, le nouveau directeur de FG m'a dit, et si on relançait tout simplement RevUp? Ah voilà. Ben oui. Et moi, ça m'amusait depuis quelque temps. Je me demandais où est-ce que j'allais le faire et j'ai saisi la balle au vol. J'ai toujours dans ma vie saisi la balle au vol. Quand FG m'avait rappelé en disant « On est en grosse difficulté, Patrick, est-ce que tu peux venir t'occuper de la musique parce que tu arrives à rassembler beaucoup de monde avec la musique. » Et donc, je suis arrivé pour faire l'expérience techno. Il s'agissait de saisir une balle au vol, de comprendre que mon intérêt et leur intérêt pouvaient se croiser pendant un temps déterminé. Ah, c'est marrant parce que tu auras été à toutes les phases importantes, en fait, le début, les difficultés où ça a failli péricliter complètement. Oui. La renaissance récemment et tout était toujours là, quoi. Oui, mais faut dire qu'au bout de 10 ans d'affilée de radio, on est usé. Hein. C'est-à-dire, on en a marre. Ou alors, il faudrait changer tout le concept. Hein.
et tout ça, et c'est pas évident quand il s'agit de musique. C'est peut-être plus facile quand on fait une émission politique ou artistique de changer tout le concept. Mais dans la musique, elle n'a pas changé, donc tu changeras pas grand-chose, quoi. Et c'est pour ça que ça m'a amusé de refaire cette expérience, parce que on pouvait relancer un peu la machine avec une distance par rapport à tout ce qui s'est passé. Toi, c'est toi qui choisis, j'ai envie de dire, c'est toi qui es libre de choisir qui tu veux inviter, c'est toi qui as la main là-dessus. Oui, bien sûr, parce qu'autrement, si c'était la radio, il me laisserait interviewer que des stars, j'imagine, qui sont en train de jouer à Paris exactement à ce moment-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire jouer des gens qui ont compté dans les années 90, des gens qui comptent maintenant et les petits nouveaux. Et parmi ces petits nouveaux, il y a les futurs génies de demain, quoi. Et c'est ça qui m'amuse. Oui, tout à fait, ouais. Là, je suis franchement le grand-père. Hein. Dans la techno, j'étais le grand frère. Et là, je suis le grand-père. Ah ben écoute, tu gardes quand même le même état d'esprit, donc tu vois, quelque part, ça te permet de profiter de chaque époque. Hein. Et finalement, les choses se répètent, hein, finalement. Oui. Puisque le monde est cyclique. D'ailleurs, une de mes émissions sur Fréquence Gay, quand j'ai fini le côté post-punk new wave qui s'appelait Voodoo, ouais. j'avais rebaptisé mon émission Spirale, juste avant la techno, et j'annonçais déjà un petit peu ce qui allait se passer, c'est-à-dire le retour du psychédélisme. Voilà, et presque des tribus spirales. Alors là, on y était, t'avais annoncé Spiral Tribe. D'ailleurs, Philippe Vandel me l'a toujours dit. Patrick, tu as toujours été psychédélique. Tu es la seule personne que je connaisse qui soit vraiment psychédélique. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même assez rare de démarrer avec tout ce passé dont on parle depuis tout à l'heure, que tu aies eu envie d'être DJ, donc de te lancer dans l'aventure de DJ. D'ailleurs, tu as fait le tour du monde et tout. Hein. Vers 96, donc en fait c'est relativement tard à ton échelle de temps à toi. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a plus motivé en 96 de te lancer en DJ que, je sais pas, en 89, en 84, en 92 hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait moins de musique qui m'intéressait, je pense. Déjà à la base, puis je ne maîtrisais pas l'histoire, tandis qu'au bout d'un certain moment de la techno, j'étais tellement énervé parce que certains DJ se permettaient de jouer dans leur set que je me suis dit, ça suffit. Je vais m'emparer des platines, soyons constructifs. Si on veut changer la musique, il faut la jouer soi-même. Et c'est là que ça t'a fait tilt. Et je vois qu'il y a eu Au départ, j'ai fait ça avec mon copain Paulo Lopez, voilà, ouais. DJ d'origine portugaise et qui est aveugle. Donc, c'est assez intéressant de travailler avec quelqu'un qui n'est que par le son. Alors, la photo, à quel endroit? J'ai mis la photo, ouais, c'est vrai, ouais. C'est dans les photos. Chape, celle-là, attends, je vais te défiler. Il y a eu 2 collaborations, il y a eu Atis et Paulo Lopez. Non, ça c'est toi, ça c'est. Paolo, on dit plutôt. Ça c'est moi en 94. Ouais, je regarde, mais je sais pas où elle est la photo. Ah si, où ils sont tous les deux là. Oui, ils sont en train de mixer. C'est avec. Non, pardon, non, c'est une erreur de ma part. C'est celle-là que tu pensais, cette photo-là. Non, je pense, pardon. Atis. Ça c'est Atis. Ça c'est toi à droite. Non, c'était dans les flyers que je l'ai mis, je crois. Avec Atis, c'est qu'il avait exactement la moitié de mon âge. Donc c'était un peu le fils et le père. Presque. C'est marrant cet écart de génération. C'est intéressant. Ouais, tu as trouvé maintenant? Non, j'ai pas de flyer dans le dossier. Non, c'est un fly, mais il y a une photo en fait de Paulo Lopez. Non, après j'ai les magazines là que tu m'as mis.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas de photos de. À voir, c'est un magazine, mais. Bon, c'est pas grave. Hein. Non, bon, bref. Lopez continue à mixer, d'ailleurs. Ouais. Mais il est très connu sur les scènes brésiliennes et portugaises, puisqu'il est portugais d'origine. Ouais. Et tu as fait donc je sais que tu as parcouru le monde à ce moment-là. Tu peux nous raconter un peu tes expériences de DJ, le lieu où tu as préféré jouer, petites anecdotes, tu sais? Oh ben, écoute, franchement, le Brésil, c'était amusant parce que c'est une culture qui connaît peut-être plus la fête que nous, à cause du carnaval où pendant une semaine, tout le pays s'arrête pour danser pendant 8 jours et 8 nuits quand même. C'est quelque chose d'invraisemblable. En plus, il y a toute la culture indienne qui est liée à des expériences assez fortes au niveau psychédélique. Et donc, au Brésil, forcément, on reçoit un choc. Certaines vieilles origines de la techno viennent de ce sens de la fête tribale et psychédélique qu'il y a au Brésil. Et donc, c'était très plaisant parce qu'on jouait dans des lieux extraordinaires, dans la jungle, enfin. Et j'ai beaucoup apprécié. Ça changeait de nos univers européens où on joue dans des usines désaffectées et des hangars, tu vois. C'est sûr qu'au Brésil, c'est un autre univers. Cela dit, il y a une culture urbaine aussi au Brésil. Hein. Oui. Et c'est marrant, mais industriel aussi. Il y a dans l'Amérique latine, ils aiment beaucoup l'EBM, l'indus. Le gothique de manière générale, d'un point de vue culturel, comme chez les Mexicains, mais il faut savoir qu'au Brésil, c'est Sepultura, donc ils font fort dans le genre. C'est un de mes groupes préférés de métal. Oui, voilà. Non, c'est des fous furieux. Et puis leurs villes sont effrayantes, sont beaucoup plus effrayantes que les nôtres. Nous, on a de charmantes petites villes agréables. On n'a pas des espèces de métropoles inhumaines, dignes de la science-fiction qu'il y a en Amérique du Sud. On demande ton meilleur moment en tant que DJ et puis ton meilleur moment en tant que participer à une soirée à cette époque-là, plutôt dans les années 90. Là. Il y a un souvenir qui te... Il y en a plein. Franchement, il y a eu plein de fêtes où on a atteint un niveau d'excellence à tous les niveaux. Les gens, l'ambiance. Il y a eu beaucoup. Ce serait difficile de résumer ça à une fête, mais il y en a eu beaucoup dans les premières fêtes qu'il y a eu à Paris, comme dans certaines fêtes à l'étranger. Bon, bien sûr, ce qui est assez impressionnant, c'est certains festivals psytrance où on a 20 ou 40 000 personnes et l'émulation que ça provoque est assez incroyable et ça déstabilise même le DJ qui se retrouve à jouer devant de telles assemblées. Et la pire, une soirée foireuse, vas-y, t'as pas une anecdote? Il y en a eu plein. Il en a tellement fait. Des soirées dans des boîtes pourries de province ou des boîtes d'afterglow de Paris. Je me souviens même d'une fête où on était obligé d'appuyer sur un truc sans quoi le courant se coupait, on ne pouvait plus jouer, quoi, tu vois. Fallait laisser appuyer. C'est très, très pratique. Vraiment des soirées punk. L'endroit était apocalyptique, on avait presque peur. C'était drôle, mais rien de déplaisant totalement. On a surtout beaucoup rigolé, quoi, en se disant bon, ce soir, on a ouvertement joué pour la mafia ou les narcos. Enfin. Ouais. Les gens qui nous faisaient jouer essayaient d'avoir le moindre rapport possible entre nous et nous pratiquement l'argent à travers une meurtrière. Tu sais. Ouais, c'était très bien, hein, merci, au revoir et tout. Ouais, ciao. Vous nous payez pas, ouais, c'est pas grave, ça va.
pour illustrer, Jean, je propose quand même qu'on mette quelques extraits sonores, plutôt à droite qu'à gauche, c'est possible. Attends, je vais te mettre un extrait parce que tu es le seul, de mémoire, qui nous a mis ces extraits-là, dont celui-là quand même. Que Jean, forcément, va aimer. Ouais, moi, ça fait partie... Ce morceau est le plus emblématique de la techno de Detroit, de toute manière. Il y a plein de morceaux dans la techno de Detroit, mais celui-ci est comme une explosion thermonucléaire. Ouais. 91, quand même. Il y a une énergie incroyable quand ils sont venus au Transmusical à l'époque avec Funky Bones et Adamix et tout ça, c'était un événement quand ils sont arrivés sur scène tous habillés comme des racailles qui vont braquer un supermarché avec des pattes sur la tête. Les copines habillées avec des casquettes et des brassières et tout, c'était trop drôle, quoi. Puis s'envoyer du bois. Ça et tout le parce que ça c'est Sonic Destroyer, mais je sais pas si on peut dire album, c'est un mini album ou c'est un l'EP quoi, l'EP. Ouais, c'est un double P, je crois. Ouais, donc, pour moi c'est presque un album. Après c'est étonnant. Parce que t'avais même le petit, je crois. Il y avait pas une version avec le petit 45 tours dedans. Non, il y a le CD, mais moi j'ai les deux, j'ai le CD et le vinyle, mais c'est vrai que je crois que c'est un recueil en fait, c'est un gros EP quoi, un LP. C'est pas vraiment un album. Moi je pensais que c'était un album quand je l'avais à l'époque. Oui, tout ça a été bousculé par la techno et ça continue d'ailleurs parce que j'ai discuté avec des nouveaux créateurs de la techno qui ne sont pas très intéressés par les albums. Ils préfèrent faire des grosses EP ou sortir beaucoup de morceaux parce que ça correspond à des périodes, à des sensibilités différentes et de faire un album, quelquefois ça leur prend la tête. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Ouais, c'est vrai qu'un album, c'est une histoire à raconter de A jusqu'à Z. C'est du boulot, quoi. Ça prend du temps, c'est du boulot, et puis effectivement, il faut que le support, sur un vinyle, tu peux pas mettre plus de 4 ou 5 morceaux, donc un album 4 ou 5, il faut un double P. Je pense que le truc du concept album est un petit peu passé. Maintenant, les albums sont des compilations de EP, en fait. Pour la plupart. Après, tu nous as mis celui-là aussi. Encore un Underground Résistance, un an plus tard. Et déjà, il y avait... Sublime, je pense que c'est un des 10 grands standards. Ah oui, ça c'est... Ça fait l'unanimité, ça, à chaque fois. Voilà. Une dimension poétique dans ce morceau qui est au-dessus du dance floor. Et puis c'est mental et ça groove en même temps. Toi, tu les as écoutés où à l'époque du coup ? Parce que tu sortais déjà donc. Bien sûr, et puis j'ai reçu Mad Mike à l'occasion de la sortie de ce morceau, The Final Frontier. Mad Mike est venu en interview à la radio et c'était très drôle parce que je regarde dans l'œil, on vient de sonner et tout, et je vois une masse noire. Qui c'est lui ? C'est l'agent de sécu ? Non, c'est l'invité. Je recevais Terminator au Belphégor, un membre de Public Enemy. Terminator X. Tout en noir, look rappeur, gangsta rap. Terminator X. Et ce qui était amusant, c'est que comme pour Marilyn Manson, d'ailleurs, tu t'aperçois que c'est quelqu'un de très éduqué, qui a une forte éducation et qui s'y connaît même en analyse de l'histoire de l'art et tout. Donc, Mad Mike était un des personnages les plus déroutants que j'ai rencontrés et très intéressant. On l'entend pas beaucoup, c'est pas la personne qui a donné le plus d'interviews, en plus. Bon, alors lui, je pense qu'il est vraiment dans le McNee, quoi. Il est vraiment underground, quoi. Il n'est pas comme Jeff Mills ou certains de ses potes et tout, à se mettre en avant, à participer. Non, c'est pas son style. Il est beaucoup plus rebelle, attitude. Detroit a d'ailleurs produit les plus grands rebelles de notre histoire. Faut jamais l'oublier. Madonna, tous ces gens viennent de Detroit. Il
Il y a Nico là on en parlera à son interview, qui parle des soirées catacombes dans Paris. Oui. Alors, tu peux nous en parler, c'est quoi cette histoire? Parce qu'il dit qu'il cherchait les entrées des cimetières pour pouvoir rejoindre les... Non, on a fait des soirées catacombes dans les années 80 avec les catacombes qui sont sous la partie sud de Paris. Mais très rapidement, la préfecture de police a paniqué et a muré la plupart de ces endroits et sont accessibles maintenant. Mais par contre, dans les années 90, nous avons exploré les champignonnières, des tas de champignonnières sous les collines de la banlieue parisienne pour élever des champignons de Paris. Champignons de Paris. À consommer sur place. Il faut savoir que quelquefois, il faisait que 15 degrés. Ah ouais. Eh oui. Dans l'histoire. Et donc, on allait prendre le chaud dehors de temps en temps. C'était le monde à l'envers. La soirée, il fait froid et dehors, il fait très chaud. Alors ça, on en parlera. Et Nico, écoute, à ton interview, Nico, quand tu vas venir ici, tu nous raconteras, ta version soirée catacombe. Patrick, je vais te poser la question Back to the Future. Je vais la formuler pour que ce soit plus facile pour toi. On n'a toujours pas fait le jingle de ça d'ailleurs. Ouais. Si tu pouvais choisir de revenir dans un lieu ou une époque passée que tu as vécu ou non, ce serait quand et ce serait où? Est-ce que c'est clair? Parce que j'essaie de la reformuler au mieux. Alors, je ne reviendrai pas dans les années 80 parce que j'étais très jeune dans les années 80, donc j'avais 20 ans. Et j'ai vécu intensément et je ne tiens absolument pas à revivre ce que j'ai vécu. Hein, j'ai survécu à cette époque. Les 3/4 de mes amis y ont laissé leur peau. Quand même, hein, dans les années 80, ils se sont trop défoncés, ils ont chopé le sida. Enfin, ils ont vraiment pas eu de chance. Donc, c'est pas une période. Par contre, ça m'aurait bien plu de connaître un peu plus les années 70. J'étais trop jeune. J'étais vraiment un branleur. C'était le délire de la révolution sexuelle. Mais bon, quand on est ado, on est coincé. Ben oui. Donc ça serait les années 70. Oui, ça m'aurait amusé de vivre certains épisodes de cette époque. En étant un peu plus mature que je l'étais, quoi. À l'époque, j'étais un gamin. C'était sympa, d'ailleurs. J'étais invité partout, mais en tant que gamin. Ouais. Pas en tant que participant de l'histoire. Si par hasard j'étais tenté par quelque chose, j'avais toujours une bonne femme qui était là. Non, 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 Patrick, touche pas à ça. Malheur, horreur et tout. Voilà. Et il se passait beaucoup de choses pendant ces périodes, de très délirantes surtout. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas pareil? Il y a plein de choses qu'on ne referait pas pareil, mais on n'en finirait pas. Un truc en particulier. Il faut que tu choisisses. Que je réfléchisse. Oui, non, il y a eu des périodes musicales ou des choses qui étaient vraiment pas intéressantes du tout. Et même la psytrance, je reviendrai, je réduirai de moitié mon temps dans cette maudite psytrance. Ah oui, ah bon, d'accord. Aujourd'hui, ça te fait plus d'effet? Non, si, les bons morceaux d'une certaine époque, bien sûr, mais ce que c'est devenu actuellement, je ne tiens même pas la durée d'un morceau en entier. D'accord. Je passe au suivant en disant, bon, c'est la même chose, suivant, c'est encore la même chose, on arrête. Voilà. Tu continues à mixer? Ça t'arrive de mixer, de faire des prestations de DJ? Je songeais recommencer, mais ce sera pas le même style, bien sûr. Ce serait quoi? Ce sera une musique art techno, un peu industrielle, avec des influences EBM, mais des influences un peu ésotériques et rituelles. D'accord, donc tu es vraiment là, tu nous dépeins l'univers de Umwelt et compagnie là. C'est pour ça que je les ai invités d'ailleurs,
comme j'ai un peu carte sur table, Rev Up ne va pas être l'émission où tous les styles vont être invités. C'est une photographie que je fais de la scène, mais une photographie qui ressemble beaucoup à ce qui domine actuellement à Berlin et à New York, quoi. Tu veux mettre le trailer de Cocaine pour que justement Patrick voit ce qu'on a fait avec Umwelt et tout ça? Voilà ce qu'on a fait avec Umwelt et Millimétrique. Donc on se fait plaisir, tu vois, on se fait des rêves d'enfant un peu avec Jean. Donc on reprend des licences officielles et on ressort des projets. Et on a sorti, donc alors attends, faut que je cherche parce qu'à chaque fois je me trompe. Tu mets Rêve Generator à chaque fois. À chaque fois, ouais, c'est parce qu'il faut que j'oublie de changer le nom. Attends, on va voir vite fait si c'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé du premier coup. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Alors attends. Mais laisse-le. Bon, laissez tourner. Bon, ça n'a rien à voir, ça c'est un projet qu'on a fait avant. Bon, il y a quand même Olivia Belous, T99. Mark Archer, Alternate. D'ailleurs, un des mecs de cette époque qui est toujours là, c'est Michael Wells de GTO. Oui, Gangsta Tune Organisation, ouais. GTO, ouais, bien sûr. C'est 1985 quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Et maintenant, le fameux projet Cocaine, donc on a ressorti pour les 30 ans de Cocaine. Alors l'original remasterisé. Un remix de Jean et moi. Millimétrique qu'on a reçu dans cette émission. Et Umwelt, le fameux remix qui a été joué. Alors ça a été un tube, Patrick. Ça a été beaucoup joué par les artistes. La techno telle qu'elle était en 1979-81 est assez proche de ce que faisait Umwelt. DAF. Ouais. DAF est l'anti-Kraftwerk, parce que dans la culture allemande, les gens de DAF trouvaient que Kraftwerk se perdait trop dans les mélodies. Et eux, ils voulaient retrouver la violence du son électronique et du goût de la dance. Mais là, on a mis Autobahn que tu nous avais sectionné dans tes morceaux qui t'ont fait. C'est le premier morceau du genre, parce que bien sûr, après, il y a eu des choses peut-être plus intéressantes, plus fouillées, comme Trans-Europe Express, Robot. Ouais, mais Autobahn, il n'était pas le premier à l'avoir mis dans les favoris. Il est revenu 2 ou 3 fois quand même. C'est peut-être la 3e, voire la 4e fois qu'il revient quand même. A été, au moment où il est sorti, on est tous restés la bouche ouverte, quoi. Dans la série, là, il y a un changement. On est rentré dans le futur. Et les Noirs américains, dès qu'ils ont entendu ça, ils ont pensé la même chose que moi. J'ai discuté avec eux. Ils se sont dit, ah oui, là, la musique a changé. Ouais. Les Allemands nous sortent avec. C'est souvent c'est des Allemands qui lancent un truc et des Américains qui retransforment le. Alors le morceau fait 22 minutes déjà. Parce que les morceaux de 22 minutes, il n'y en avait pas des masses à l'époque. Si, parce que les Japonais, les Allemands sont les fabricants de toutes ces machines. Donc ça les mettait en première ligne. Ah, c'est vrai. Mais déjà, il y avait les bases. Le petit pied un peu breakbeat derrière, si tu regardes. Savoir qu'à l'époque, on fumait pétard sur pétard et le disque passait en boucle. Tu sais. C'était les années 70, le milieu des années 70. Donc, c'est sorti en 74 en Allemagne, en France, 75 sûrement. Je pourrais dire c'était encore la techno planante, quoi. On mettait ça pour se mettre en mode, ça y est, on plane, tout est cool et tout ça.
Alors que Dutch-Amerikanische Freundschaft était là, non, là c'est un petit peu comme Alec Empire était là pour rentrer dans les brancards. Ouais, Alec Empire, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. 20 minutes. Et avec Claude Schulz, il faisait aussi des morceaux longs, Claude Schulz. Oui, c'était un membre de Tangerine Dream à la base, donc c'est la même équipe de gens. Ensuite, il y avait des gens qui faisaient des choses qui m'intéressaient plus, comme Popol Vuh ou Ashra Temple, ainsi que deux autres groupes plus industriels comme Faust et Neuil. Il y avait vraiment... J'en ai derrière, là. Okay. Dans ma collection, tu sais, des Faust et... En tous ces genres du krautrock, White Noise, donc le projet de David Vorhaus, un projet complètement psychédélique, sous acide, et mine de rien, quand on écoute bien tout le disque, on voit plein d'ambiance de la techno dans ce disque, qui est sorti en 69 quand même. C'est la première chose qui m'a interpellé sur cette musique. Et j'ai vu aussi que tu avais mis dans ton top Frontline Assembly. Moi, c'est un de mes groupes préférés de BM. Il est toujours présent, le mec de Frontline Assembly, Rhys Fulber. C'est des Canadiens, hein? Et, oui, il a signé sur le label d'Adamix, Sonic Groove. Ah, Adamix. Voilà, aux côtés de Crystal Geometry, de tous ces gens et tout. Donc, Rhys Fulber est toujours dans la course. Et là, ce qui est marrant avec Frontline Assembly, un remix trans de Frontline Assembly par un autre Allemand qui s'appelle Tim Schult. Et ça, c'est le genre de trans que je jouais. Donc, comme vous pouvez l'entendre, pas tout à fait le genre de trans qui marche. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Avalon, Astrix et ce genre de gens, quoi. Pur MDMA, moi j'ai trouvé la pochette. Hein. C'est le nom de la compilation. Ouais. Pour revenir à ta théorie que certaines substances étaient plus liées à certains styles. Mais ce qui est intéressant avec Frontline Assembly, à la fin des années 90, tout début 2000, c'est quand l'EBM a mélangé, fusionné tout un tas de styles électroniques, que ce soit des breakbeats, même de la drum and bass, de la trance, de la techno, des trucs et tout. Et c'était, c'est ça qui est très intéressant avec Frontline. Si tu écoutes leurs albums de fin 90, début 2000, c'est super large. C'est-à-dire que tu vas avoir un morceau, il va y avoir de la drum and bass, c'est la rythmique. T'en as un autre, ça va être très lent. Un autre, c'est de la batterie. T'as un autre, c'est de la techno. Tout simplement parce que la musique industrielle était ouverte à toutes les formes de son, de noise. Ouais. C'est la base. T'avais Boom Scout aussi qui faisait ça. Son avec des bétonneuses. Ce que faisait Einstürzen Neubotten à leur début sur scène, c'était un chantier avec des gens qui utilisaient toutes sortes de marteaux, de machines pour faire du bruit. Donc, tout ça vient de gens comme Pierre Schaeffer, Xenakis et tout ça. Les origines de la musique industrielle sont dans la musique concrète, dans la musique moderne. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la musique industrielle est aussi ouverte. Mais ce qui est étonnant en ce moment, c'est qu'il y a une fusion à l'intérieur de la hard techno entre la musique industrielle et la techno. Oui. C'est-à-dire que maintenant, plein de créateurs de la musique industrielle, comme des créateurs de la techno, jouent dans les deux scènes. Ouais, c'est vrai, ouais. Et même il y a un retour aux arrangements EBM des années 80, tu sais, avec les vieilles boîtes à rythme exprès, genre TR-707, tu sais, c'est une boîte à rythme qui décale un peu. C'est pas pour rien que Front de K2 est de nouveau sur scène, ainsi que d'autres groupes de l'EBM. C'est parce que les jeunes créateurs de la techno en ce moment sont passionnés par les sons qui ont été développés à cette époque et qui n'ont pas tous été totalement
pousser jusqu'au bout, quoi. Il y a encore des choses à faire dans ce niveau, et surtout, c'est une énergie qui plaît beaucoup. Oui. Il faut savoir aussi que c'était une énergie de dance, vraiment très forte. Le BM, c'était pour aller danser. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à ce que était la Machina, j'allais dire Bacalao. Au début, c'était que ça, hein, en fait. Hein. Si tu je l'ai dit l'autre fois dans la dernière émission, je t'invite à le faire. Machina Total 1. Alors, Machina Total 18, tu as envie de vomir, mais Machina Total 1, je t'invite à aller l'écouter et tu vas être étonné. Oui, mais tout de même, il y avait plein de gens de l'EBM hollandaise et danoise qui faisaient des morceaux spécialement pour la scène de Valencia en Espagne. Ouais, c'est ça. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais allé à Valencia en 89-90, ils n'arrêtaient pas de diffuser un morceau qui s'appelait Saddam Hussein. J'allais te le dire, c'est ça, c'est Saddam. Putain, c'est génial, hein, putain. C'est exact. J'osais pas, j'ai dit, je vais pas trop en dire. C'est exactement ça. J'allais te dire, il y a le fameux morceau KLJ, je crois que c'est le nom du groupe. Saddam, putain. Tout à fait. C'est ça. Saddam Hussein, avec l'arpège de BM derrière. Et c'était très drôle parce que cette scène de la Machina mélangeait à la fois la techno et le gothique le plus complète. On avait des espèces de Elvira qui nous servaient des boissons avec des trucs de pompe à essence. Excellent. Non, mais il y avait du verre pilé avec des crucifix. C'était absolument un de mes meilleurs souvenirs de ces différentes scènes techno a été une semaine dans la Machina de Valencia où je me disais mais où suis-je? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait des chauves-souris en statue de 3-4 mètres de hauteur. Enfin, j'ai des souvenirs, c'était apocalyptique. Excellent. Ah ouais, excellent. Et c'est vrai, les gens l'oublient, ça. C'est vrai, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que chaque fois, j'en avais parlé une fois, mais je le réécouterai, le KLJ Saddam Hussein, là, ça va faire du bien de réécouter ça. Alors, la prochaine fois. Ouais. Avec tout ce qu'on a pu écouter depuis, notre oreille a changé et on va trouver le KLJ Saddam Hussein vraiment faiblard. Ouais. Ça a du charme, c'est mignon, mais c'est vrai que quand tu écoutes Schwebegel bas côté, c'est sûr que. Voilà, notre oreille a été massacrée par des kilomètres de BPM et de son. Mais à l'époque, ça faisait son petit effet. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, après, ils ont basculé tout de suite sur la techno belge. Et la Machina, le Bacalao, c'était de la techno belge. Après, c'était le son belge, quoi. Ils ont basculé de ce passage EBM à un passage techno belge. Et après, c'est devenu encore autre chose. Après, ce qu'on appelle aujourd'hui Machina, c'est presque plus du. Et Ramirez, c'était à quelle époque, hein? Non, Ramirez, c'était pas de la. Ramirez, c'était des Italiens déjà. Mais c'était après. 10-11, Ramirez. Et avec une explosion en 92. Et après, ils ont mélangé des sons un peu hollandais, c'était presque du gabber, mais sans en être vraiment. C'est vraiment la fin des années 80, quoi. Ça a commencé vers 84 et c'est au moment de l'explosion de la techno house que c'est le maximum de la Machina. Ouais. Et pour moi, d'ailleurs, j'ai gardé cette appellation-là qui pour moi a du charme, tu vois, parce que j'avais des amis qui étaient espagnols et ils allaient, j'étais pas jaloux, je râlais en fait, parce qu'ils allaient en vacances chez leurs cousins toutes les vacances, et chaque fois ils me racontaient la route al bacalao qu'ils allaient faire, la route al bacalao, donc tu faisais une boîte, tu vois, le vendredi soir et tu rentrais le lundi, quoi. Et oui, et la dernière boîte, c'était l'enfer. C'était le NOD, N-O-D, c'était la boîte de Don Julio, qui était le DJ mythique de toute cette histoire. Et ça commençait le lundi matin à l'aube. De trucs totalement décadents. Nous, on arrivait de Paris, on connaissait déjà les afters et les after. Et là, c'était after total. Et ce qui était drôle, c'est que il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus aucune lumière. C'était des flashs et de la lumière noire.
C'était hallucinant, quoi. Même moi, quand je suis arrivé là, j'ai dit non, mais là, de la musique, là, on ne se voit même plus. Juste un flash, t'as un corps désarticulé devant toi. C'était incroyable. Rempli de substances, forcément. Ah ouais, là-bas. Et comme les autres boîtes de la Ruta del Bacalao étaient dans les rizières, que ce soit Spook, Chocolate, ils étaient tous le long des rizières. Là, c'était différent. On était dans les orangeraies. Et donc, il y avait tous ces gens habillés en gothique qui erraient dans les orangeraies. Non, j'ai encore des flashs assez drôles. Purée. Ça, c'est des histoires que j'aurais aimé connaître, tu vois. Je les connais d'ouï dire, mais c'est vrai que ça devait être quelque chose. Hein. Des fois, tu as des images. Il y a des gars il y en a qui a un Espagnol qui a laissé ses archives là sur YouTube et on peut revoir des soirées justement de ces époques-là. Oui, il y a une exposition, d'après ce que un copain de la radio, Christophe Vix, qui a fait le fanzine Eden et tout ça, qui bossait à la radio. Maintenant, il vit là-bas à Valencia et il m'a dit qu'il y a une exposition maintenant organisée par la mairie de Valence. Mais pendant très longtemps, ça a été un tabou parce que ça a fait beaucoup de dégâts à Valence. Forcément. Ces garçons qui prenaient beaucoup de drogue et qui ne dormaient pas du week-end ont provoqué tellement d'accidents de voiture qu'il y a eu centaines de morts. Ouais. Et donc, pendant très longtemps, à Valence, il n'était pas de bon ton de dire du bien de cette période. Voilà, mais j'imagine, parce qu'il y a eu des abus. Ouais. C'est comme les raves chez nous. C'est vrai qu'à chaque tournant, dans les rizières de Valence, il y avait un petit cimetière. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas, ouais, j'imagine. J'en rigole, mais c'est pas drôle, en fait. Mais bon, quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, mais effectivement, c'est du sérieux. Il se passe quelque chose. J'ai la question, t'es coming out, Patrick. Coup de gueule, ça dépend comment on peut l'appeler. Qu'est-ce que tu détestes dans la scène électronique, mais que tu n'oses pas dire? C'est-à-dire que le truc que tu n'oses pas trop dire, mais qui vraiment un truc qui va pas dans la scène. Ce qui m'a fait le plus rire dès le départ, c'était que la techno serait anti-star system et qu'il fallait laisser son ego au vestiaire. Ça a été tout le contraire. Oui, tu as connu l'époque où les DJ, on les voyait pas, ils étaient dans la cabine au fond derrière et on ne savait même pas qui c'était. Mais très rapidement, tout ça, voilà. Et c'est allé trop loin dans certains cas. Il y a certains DJ que même s'ils ont du talent, on aimerait qu'ils se calment. Voilà. Vas-y, balance des exemples. Vas-y, par exemple, comment il y a beaucoup de talent, Sven Veth, il a de talent et tout ça, mais cela joue trop star. C'est un petit peu dommage pour beaucoup d'entre eux, parce que ça dessert un peu leur image et finalement ils deviennent des artistes pop, même plus bas que pop. Après, il a démarré avec la pop, lui. Il a été une star de l'Italo Disco avec Off. Donc, quelque part, il était déjà sensibilisé. Ça. Ouais, voilà, c'est les restes. Et puis, lui aussi, il prenait beaucoup. Vu que, soi-disant, dans ses contrats, il y avait un ecstasy par heure. C'est la rumeur qui courait. Oui, il prenait beaucoup de choses et à mon avis plus de choses sud-américaines que d'ecstasy. Je me souviens, la première fois qu'il est venu on était dans ce pauvre studio de la rue Rébéval, était un appartement et donc il était tellement content d'aller à la radio donner une interview que quand j'ai ouvert la porte, il est arrivé comme un boulet de canon et il a failli rentrer dans le mur d'en face parce qu'en fait c'était très étroit à l'entrée de Radio FG. Donc dès le départ que je l'ai rencontré, je me suis mordu les lèvres. Parce que à la limite, FG n'était pas à la mesure de recevoir Sven Veth. Il aurait fallu un hall écarter les murs.
Et ce que j'ai adoré avec Sven Väth, c'est que je posais une question et j'étais tranquille pour un quart d'heure. Il faisait le reste. C'est bien. Au moins, il y a des choses à dire. Comme ça, je pose une question, blablabla, blablabla. C'était génial. Quoi. Il y a une réflexion intéressante de Cosmopath sur le live, c'est les DJ en fait eux-mêmes deviennent des produits. C'est vrai que... Bah, il y en a certains, oui, c'est ça. Hein. Je suis d'accord. Surtout qu'il y en a certains qui aimeraient devenir des produits, je pense. Non, mais il y en a certains qui le sont, c'est clair. Ouais. Mais ça, c'était évident. Et puis, ça a toujours existé. Et puis, les DJ existaient avant la techno, hein, puisqu'il y avait déjà des DJ pour la disco, pour le funk, pour tout ça, quoi. Donc, il y a toujours eu ce merchandising du DJ. C'était pas inhérent à la techno. Et pour être plus dans le positif, est-ce que tu pourrais nous citer un peu les artistes actuels qui te bon, j'en connais certains, c'est des copains, mais est-ce que tu peux nous redire, je sais pas, quels sont on peut peut-être mettre un morceau, du coup. Vas-y. Crystal Geometry, ça, on peut dire que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup, ça fait partie des... Ça, c'est un projet, c'est pas un DJ, même s'il est capable d'être DJ. C'est incroyable, c'est un excellent projet, c'est français et il est très créatif et très productif. C'est surtout ça qui est important, quelqu'un qui produit autant, parce que souvent certains artistes ne produisent pas beaucoup. On pourrait parler de Christine et The Hacker, oui. qui ont fait trois albums en 20 ans, même s'ils ont fait beaucoup de morceaux solo. La géométrie, c'est plutôt 3 albums en 2 ans. Tout en gardant la qualité, ce qui aussi, parce qu'on peut faire 20 albums par an, mais garder la qualité, c'est ça qui est aussi... Voilà. Donc, un des groupes qui m'impressionne le plus actuellement sur Terre est français, de Grenoble, c'est Crystal Geometry. Ah, ils sont de Grenoble, je pensais qu'ils étaient du sud. Enfin, plus au sud. Dans pas longtemps, il a fait le deuxième est sorti en septembre, que le mec annonce déjà le nouvel album. Ah ouais, d'accord. Et bon, on pourrait dire oui, mais attends, il faut voir aussi ce qu'il y a dans l'album. Et ben non, c'est du bon. C'est ça qui est étonnant. En tout cas, ça plaisante pas, Crystal Geometry. Du hardcore qui a fait curieusement un écart dans la house de Chicago et puis ensuite qui a décidé d'aller vers la techno industrielle et le BM et il est donc sur le label d'Adamix Sonic Groove où il a sorti 2 albums. Le 3e qui sera pas sur Sonic Groove. C'est vrai qu'Adamix, il a toujours été fidèle à ses sonorités, même quand c'était plus du tout le truc du moment. Il a toujours été techno, Adamix, capable de faire de l'acide, de la techno, mais il y a toujours cette fibre EBM. Il a tout fait comme style, mais il y a toujours eu cette fibre-là. Moi, je suis fan de... Bien sûr, parce que ce sont les origines de la techno. C'est-à-dire qu'avant qu'on se décide à faire cette techno extrêmement dansante, on écoutait tous de l'EBM. C'est évident, quoi. C'était l'époque. Ça, en France, c'est moins... Ouais, c'est moi. J'allais te dire, c'était à Paris peut-être, mais en France, le BM, c'est moi, je connais un peu. C'était quand même surtout dans les villes, les grandes villes. J'ai des copains dans la Seine, parce que moi aussi, je suis fan de BM depuis toujours mais c'est marrant. T'as une réflexion d'un ami qui s'appelle Fred Toth, à qui j'ai fait un bisou. On a fait un morceau ensemble il y a pas très longtemps pour une compilation EBM en plus. Il me disait qu'il avait eu des morceaux sur un label américain qui avait été remarqué au tout début des années 90 et il me dit ce qui a été fatal. Alors c'est ce qu'il m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est intéressant. J'avais pas réfléchi à la question. Il me dit c'est Nirvana. Il me dit t'avais un côté un peu industriel qui pointait dans le rock si tu veux, et d'un coup t'as Nirvana qui est arrivé, le grunge. Et il dit là, ça a tout embarqué,
et tout le monde voulait faire après du Nirvana, et l'EBM a eu une grosse parenthèse. Je trouve ça intéressant comme je sais pas ce que t'en penses. Tout à fait, mais il faut savoir que la scène de Vancouver, d'où vient Nirvana, Vancouver, Seattle et tout, c'était ces deux villes qui sont très proches. Hein. On peut presque y aller pas en tramway quand même, mais en train de banlieue, quoi, entre les deux villes. Il faut savoir que c'est des villes qui ont créé des projets comme Skinny Puppy. Ouais. Voilà, ou alors plus récemment, dans les années 90, il y avait un groupe qui s'appelait Sect aussi. Et il y a toujours eu une interaction entre l'EBM et un certain rock qui a donné le grunge ou le shoegaze. Et Seattle et Vancouver sont les berceaux de cette scène. Et Puppy a une énorme influence sur certains styles de techno comme la trance, par exemple. On entendait curieusement, et c'était drôle parce qu'il faisait 40 degrés, on entendait du Skinny Puppy à Goa, quoi. Ah ouais. Ah, alors, Florent demande ce qu'est l'EBM. L'EBM, c'est l'Electronic Body Music. En fait, c'est un terme générique qui a été inventé par des journalistes, je crois, pour citer ce que faisait France 242, je crois, si je ne me trompe pas. Et en fait, si tu veux, c'est de la musique industrielle électronique. Donc, je sais pas, le meilleur exemple pour plutôt. Ce sont les enfants de DAF, hein, de toute manière. Le premier vrai groupe de BM, c'est DAF, et puis tous leurs amis de Berlin, comme les Liaisons Dangereuses, ce genre de groupe. Hein. Liaisons Dangereuses qui a une grosse influence également sur la scène techno actuelle. Oui, absolument. Ouais. Voilà, actuellement en France, il y a toute une scène synthwave qui est en train d'apparaître avec Blind Delon, Potoshkin, enfin toutes sortes de groupes qui a vraiment une filiation dans cette scène berlinoise. Ouais. Et ça revient souvent dans les tops historiques des artistes qu'on peut inviter. Hein. Ça revient souvent, que ce soit The Hacker, Millimetric, enfin des gens comme ça. Même si c'était comme pour DAF, c'était un mélange d'espagnol et d'allemand, ils ont fait un morceau en français. En français, ouais. Avec un nom en français, donc forcément, tout de suite, ça a imprimé quelque chose. C'est ça, ouais. Et danser, c'est pas ça se lever et danser, s'asseoir et danser. Je sais plus le titre. C'est danser, quelque chose. Ouais, voilà, donc voilà ce que c'était le BM. Bon, parce que après, sinon, il y a un morceau qui peut juste être si tu mets Headhunter de Front 242, je pense que tu as une bonne définition de ce qu'on peut appeler éventuellement le BM. Je pense que c'est un des meilleurs morceaux précurseurs de toute cette histoire, bien sûr. Mais ensuite, il y avait le BM américain qui était un tout petit peu plus sauvage, un petit peu plus rock'n'roll, et le label Wax Trax. Oui, Wax Trax, ouais. Ministry, Revolting Cox, et tous un peu plus insolents que la scène européenne. Voilà, européenne un petit peu plus robotique, un petit peu plus, un peu moins faux-folle, un peu plus froide, on va dire. Et j'avoue que c'est moi ce que je préfère. Moi, je préfère ce son-là, mais plutôt belge, allemand. Bon, après, il y a d'autres, évidemment. Hein. Mais il y a eu beaucoup de Belges et d'Allemands qui ont fait ce son, voire même d'Américains d'ailleurs. Belge, allemand, un peu de hollandais, voilà. Tout, mais c'était les Belges et les Allemands. Ouais, surtout, c'est quasiment tous. J'aime beaucoup Wumpscut aussi. Il faisait un peu ça aussi, début des années 2000, pas mal de mélanges. Puis, il y a eu cette artiste allemande qui a été ressortie par DJL sur son label Gigolo, c'est Gina X Performance dans les années 80 qui faisait une électro-disco très froide, un petit peu dans la lignée de Amanda Lear, mais en beaucoup plus extrême et tout, qui a eu une grande influence, je pense, sur beaucoup d'artistes actuels. Des sons un peu comme David Carretta aussi, je sais pas si tu le connais, David. Non, bien sûr. Voilà, il a démarré par le BM.
comme je viens de faire une interview avec The Hacker et Miss Kitty, on a parlé justement de ces extrêmes précurseurs d'une certaine électro qui domine actuellement. Et c'est très bien, parce qu'il faut savoir que ces gens qui ont créé ce son en 79 n'ont fait 0 centime. Ouais. Pas marché suffisamment. Ils ont fait 2 albums et puis c'était terminé. C'est devenu culte après coup, on va dire. Et qu'ils soient reconnus maintenant, c'est une bonne chose. Oui, voilà. Même si c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais, quoi, parce que ils auraient pu être oubliés, enfouis complètement. Alors, on revient sur une question peut-être du live. Selon toi, Patrick, de 90 à 94, quels étaient les DJ en Europe les plus inventifs, qui osaient expérimenter des choses en direct? Il y en avait vraiment beaucoup. Franchement, il y en avait beaucoup. Des gens comme Francesco Farfa, peut-être? Oui, il faisait un travail absolument incroyable. C'est impossible d'écouter le même mix avec lui, quoi. Lisan Elias aussi, qui expérimentait complètement jusqu'à jouer avec 3 platines. Enfin, tout le monde était assez expérimental, quand même. Il y a toujours des DJ qui se contentaient de jouer les musiques de leur label, un peu pouce-disque, il faut dire. Mais je parle des grandes locomotives dans tous les styles, étaient très inventifs à l'époque. Ils faisaient vraiment des remixes en direct. Avec des moyens assez rudimentaires, du coup, quand on voit la technologie qu'on a aujourd'hui. Exactement. Quand je vois la technologie qu'il y a maintenant, je dis comment ça se fait qu'il n'y ait pas un Aphex Twin pour nous transformer tout ça en chaos. On se pose la question souvent. Aphex Twin, c'est vrai que lui avait amené quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un exemple aussi. C'est pas un style de musique, mais c'est le style Aphex Twin carrément. Lui, il a carrément T'en avais sélectionné quelques-uns, on va en mettre. Ouais, vas-y. Mais c'est vrai que faire ce qu'il faisait au début, maintenant t'as des pads avec des algorithmes, t'appuies sur 3 boutons, tu fais Aphex Twin tout seul, tu vois. Ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Mais par contre, lui, il se faisait chier à faire des séquences avec des sampleurs, à faire des trucs. C'était un travail. Avec des pochettes, surtout, avec toujours le design. Regarde, tu regardes la pochette, mon Dieu. Aphex Twin, ça, c'est un artiste qui t'a marqué, du coup, Patrick. D'après ce que j'ai compris. C'est un artiste de la musique industrielle qui s'est adapté totalement à son époque. C'est tout. Il est arrivé là-dedans et il s'est dit tiens, je vais faire mon truc à travers l'idée d'une un groove. Voilà. Et c'est d'ailleurs très rassurant de voir le succès qu'il a eu parce que rien de ce qu'il a fait, mis à part peut-être 2 ou 3 morceaux, n'était audible. Window Liquor, c'était audible. Moyen, quoi. Mais ouais, c'est vrai que moi je t'avoue j'étais étonné aussi parce que j'ai jamais été super fan de Aphex Twin. Je vais pas faire comme tout le monde à dire waouh non. Par contre j'ai été très étonné. C'est un des rares gars qui, quand j'écoutais ce qu'il faisait, à défaut d'apprécier vraiment et de me régaler, je me disais mais comment techniquement il arrivait à faire ça, comment ça lui est venu à l'idée de faire ça. Déjà j'étais là, je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que ça existe pas en fait. Et à merveille un rôle d'extraterrestre. Oui. Et c'est incroyable le succès qu'il a eu, ce qui est tout à fait rassurant pour le futur de la musique, que on reconnaisse la qualité d'un Aphex Twin. Je me souviens quand je l'avais interviewé, il n'était pas du tout intéressé à faire une réponse intelligente, intelligible à chacune de mes questions, donc il parlait de plus en plus bas. Nous, on augmentait la sensibilité du micro. Est arrivé à un moment, on est arrivé au maximum et on n'entendait plus rien. Le mec, il est space, quoi. Il s'est amusé à baisser de plus en plus le ton de sa voix jusqu'à marmonner dans sa barbe. Imagine si on reçoit un invité comme ça. Il était conceptuel, même en tant que lui-même, quoi. Si tu lui parlais, tout allait bien.
Mais à partir du moment où tu faisais rentrer Aphex Twin dans la sphère médiatique et radiophonique, ça devenait un ovni, un objet non identifiable. C'est vrai que ça aurait pu être c'est peut-être un extraterrestre, hein, finalement, ce type, on ne sait pas. Hein. Non, parce qu'on a des preuves qu'il est né sur Terre. Et voilà, il est né dans les Cornouailles anglaises comme moi, dans le Finistère, ce qui est déjà un gage de un peu étrange pour la santé mentale. J'ai une petite question, la question Nocturbulus. Si tu devais envisager un duo, un B2B avec un artiste, un truc qui te ferait rêver, qu'est-ce que tu choisirais ? Qui tu choisirais ? Un de mes artistes préférés, Ancient Methods, très amusant parce que il est très surprenant, il a un panel très large de choix de morceaux et ça peut être intéressant de faire un B2B avec quelqu'un qui est aussi créatif à ce niveau-là. Ancient Methods. C'est lui qui incarne vraiment la nouvelle rupture qu'il y a dans la techno, avec une techno qui va s'intéresser à des morceaux plus mélodiques, plus travaillés, pas forcément dansants, des sons industriels, des gens qui chantent ou des instruments qu'on n'aurait pas imaginé trouver sur un dance floor techno et tout. Et donc, je le trouve intéressant pour ça. D'accord. J'ai la petite question guilty pleasure. Oh, je pense pas que tu sois trop tes pleasures, j'ai pas l'impression que ça te rende très guilty, mais est-ce que t'as un truc que t'oses pas trop dire et que au fond t'aimes ça, mais bon quand même tu te régales mais t'oses pas trop le dire. Est-ce que tu pourrais faire ton petit coming out sur ça? Alors, qu'est-ce que j'aime bien? Déjà, dans le passé, il y a eu la Machina. La Machina, c'était pas très glorieux. Non, quand même. C'est vrai. Voilà. Mais j'ai assisté à des soirées Machina qui étaient tellement drôles que ça en devenait absurde. Autrement, dans les autres secteurs, non, j'ai pas trop honte du reste. Non, j'ai pas trop à faire de coming out. Ok. Il y a Emma qui nous demande un morceau, on va faire plaisir à cette jeune fille. On va mettre un peu de son là. Allez, Paula Temple. Ça te va? Oui, c'est bien. On l'a loupée, elle est passée à Montpellier il y a pas longtemps là. Avec Fortinanger d'ailleurs, avec Clément. Le meilleur morceau, parce que voilà, les dogs n'auront pas la primauté de la musique. Comme ça, c'est une DJ, elle va jouer soft, ça va être cool, les femmes sont cool, et ça. Et pour la toute c'est quand même la contestation. On met un peu de musique, alors. On nous a réclamé du son un peu. Allez, je vais mettre la pochette du coup. Alors attends. Paula Temple, tu me trompes pas. C'est un des meilleurs projets actuels, c'est une femme, c'est bien, il y a un changement dans la musique. Ça pourra contredire tous les Rick Zemmour qui nous disent que les femmes sont créatives. Nicolas 4 qui s'en va. Bonne nuit Nico et à bientôt. Ça sera non pas le prochain, c'est le non après. On va le faire au mois d'avril sûrement dimanche soir parce que des fois on fera des émissions le dimanche soir.
On commencera un peu plus tôt du coup. Ouais, pour la Temple, j'en ai entendu Elle parler. est venue avec Clément à Fortinanger. Invitée voilà. par Fred B-Side il y a pas longtemps là. J'ai joué à Montpellier avec Fred, ouais. Avec, et surtout Fortinanger. D'ailleurs, à ce propos, la soirée de Fortinanger, elle a lieu où tout à l'heure? Au Nexus, Au Nexus. le Donc- nouveau lieu de Pantin, très belle salle, assez spacieuse, haute de plafond, ce qui est un miracle à Paris. À Paris, ouais. D'ailleurs, bon, pour tous les Parisiens, allez faire un petit coucou à notre copain Fortinanger. Hein. Et en plus, il y aura Patrick Rognan dans la soirée. Donc, ça veut dire, si c'est pas une bonne raison pour y aller. Il y aura même Guillaume de Lunatic Asylum. Oh, ouais. yes. Ah ouais. Docteur Macabre. Pour la Temple. Eh, vous savez quoi? On va se mettre un petit jingle quand même. Allez, tu veux quoi, Patrick? On a des jingles, on a plusieurs petits jingles vidéo. On a de l'hip-hop, on a de la house, de la breakbeat, de l'acid, de la hip-house. Enfin, le hip-house, sinon, c'est celui-là, c'est notre générique du début. Allez, choisis un petit jingle. Allez, acid, breakbeat, house ou hip-hop? Oh, acide, c'est bien. Allez, c'est parti pour un petit jingle acid. Acid House. Acid House. Voilà, ouais, on fait des petits jingles vidéo, tu vois, comme ça. Le générique original de Rev Up, c'était un projet acide écossais, EBY, Jimmy McEgg et tout. C'était du pur acide. J'ai adoré l'acide. Ouais, vous savez que c'est un style qui. Indémodable. Ouais, c'est vrai. C'est toujours là et ça. Il y a toujours des moments où il y a où l'acide, voilà, ça revient d'une forme, plus ou moins la forme et tout, mais ça revient, ça part pas vraiment en fait. Ah mais c'est pas le morceau qu'avait fait justement Anna avec Biscuitine. C'était avec Anna. Quand ils ont fait le morceau Mesquitine, acide. ouais, mais c'est acide, moi j'aurais dit plutôt EBM un peu. Non, Il y acide. avait une grosse arpège EBM. Ouais, mais acide aussi. Je Ouais. m'attends une seconde. Vas-y. Patrick se fait agresser par un animal à poil. Comment il s'appelle? Comment tu dis? C'est une vraie catastrophe, donc là je suis obligé de l'enfermer quelques instants. Oh, pas de maltraitance animale. Hein. Nous ne cautionnons pas la maltraitance. Non, c'est plutôt moi qui étais en train d'être maltraité. Il te Ah ouais. maltraite, hein, ah là là. Ouais. Le mien il dort là. On peut parler un peu d'actualité, Patrick. Tu peux nous dire un peu ce que tu prépares, ce qui se fait en ce moment, ce que ton actu un peu, les choses qui vont se passer. Moi, je surveille la nouvelle scène créative actuelle qui est autour de l'électro-EBM industriel et dont il y a beaucoup d'artistes en France, et en particulier à Paris, mais il y en a partout. Il y en a même beaucoup dans le Sud, puisque le Sud a été très marqué par l'électro-clash quand même. Donc, C'est marrant que alors, si toi tu le dis alors que t'es à Paris et que tu as connu le bar live à Montpellier, le Denon. Oui, voilà. Voilà, effectivement, c'est un peu ce que tu t'en parleras avec Fortinanger tout à l'heure. Et Fortinanger disait voilà, les gens se sont trop habitués dans le Sud au bar live, qui c'est vrai a été une maison du Sud pendant des institution. années, une institution. Hein. Les gens venaient d'Espagne, venaient de partout pour aller au bar live. Et c'est vrai que ce son-là est un peu resté, mais ça commence à bouger parce que Fred B-Side a fait, on l'a dit, a fait venir pour la Temple et Fortinanger. Et nous aussi, on devait faire jouer Fortinanger à côté de Béziers avec Minimum Syndicat. Je pense que tu connais Minimum Syndicat. Tout à fait. Voilà. Il devait venir en c'est les live copains. avec Clément et puis Trackwasher aussi et Nikita. Voilà. Mais bon, il y a eu le Covid. Voilà, mais bon, c'était notre première soirée, c'était le premier Covid aussi, donc voilà. Mais on la refera cette soirée, c'est promis là, dès que c'est bien parti pour d'ailleurs. Hein, ça se trouve de 2023 pour revoir René de ses cendres. 2023, ouais. Ouais. C'est bien
que vous m'en parlez parce que justement, je me suis retrouvé dans un bar avec Minimum Syndicat, Fortinanger et Guillaume de Lunatic Asylum. Ah ben c'est pas la fameuse photo. La fameuse photo. Ah, tu étais pas dessus, mais c'était la photo qu'a postée. Oui. T'étais pas arrivé, ouais. Alors c'est toi qui as pris la photo. Donc, quand j'ai vu leurs photos, je me suis dit, j'ai vu le nom du bar, je me suis dit, mais c'est en bas de chez moi. Ah, énorme. Coucou. Et ouais, c'est Minimum Syndicat et Clément, c'est comme Umwelt, c'est vraiment des gens avec C'est qui les copains, hein. Ils font partie de Nocturbilus de toute voilà, façon. c'est des copains très proches avec qui on a. Ça fait plus de 10 avec Minimum Syndicat, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, qu'on a collaboré ensemble et tout. On a un projet avec eux qu'on parlera, qu'on va peut-être mettre relancé d'ailleurs maintenant. Il va falloir se relancer. Ouais, pas mal de projets même. Et David et Jean-Mi, voilà, ça fait c'est des artistes de Nocturbilus, hein, on les a sortis plusieurs fois. D'ailleurs, on va s'écouter quelques extraits. On va écouter du même syndicat de Nocturbilus. Les premiers morceaux qu'ils nous ont fait sur Nocturbilus. Ah oui. Ils nous en ont fait 2. Il y avait le fameux excusez-moi, Sweet and Strobe. Et là, tu vas reconnaître la patte Minimum Syndicat et surtout l'époque, quoi. Bon, tout en hardware, hein, chez. Il n'y a pas de VST hein, chez Minimum Syndicat. Ils en ont un peu, ils utilisent des fois. Maintenant, mais pour les nappes. pour cela, non. Alors ça, c'est sorti, c'est un collector. Alors vous le trouverez en digital sur toutes les plateformes, mais ne nous demandez pas le vinyle, il y a eu que 100 exemplaires dans le monde et ça vaut combien 100 € sur Discogs si vous en trouvez un. Je crois qu'il a 150. Ouais. C'est exactement ce que disait Patrick, c'est le truc que Patrick n'aime pas. Ouais, mais après nous on n'y peut rien. Hein. Alors pour la petite anecdote, Patrick, on a fait presser ça chez MPO à l'époque et la commerciale s'est trompée. Elle nous a fait le prix de 500 pour 100 exemplaires. Alors nous, on était contents, tu vois. Et quand, forcément, les 100 sont partis comme des petits pains, dont à cause de ce morceau, et on a voulu represser. Elle nous a dit, ouais, mais attendez, je me suis trompé la dernière fois, hein, c'est pas ça le prix si vous en faites que 100 de plus ou 200. Ça coûte ça. Elle a dit, bah non, c'est trop cher. Donc du coup, on n'a jamais repressé ce vinyle. Mais on a récupéré la matrice. Elle est là, elle est dans les archives derrière, on a la matrice et peut-être qu'un jour on le repressera. Oui, non mais c'est prévu, ouais. Donc ça c'était Minimum Syndicat. Justement pour éviter le côté trop cher, tu vois. Ouais. Alors ça c'était Sweet and Strobe de Miné. Et c'est normal, même à un niveau commercial, quand on a fait quelque chose de bien, de le représenter plusieurs fois. Voilà. Ouais. Donc ce serait mieux de le represser parce que comme ça sera abordable et les gens pourraient l'avoir. On le repressera peut-être. Tu vois un vinyle un peu joli, un vinyle de couleur, un truc un peu sympa, un prix normal. Et au moins que ça monte pas, parce qu'on s'en fout, nous, que 150 €, le gars qui va le vendre, nous on n'y gagne rien. Et ouais, c'est clair. Bah. Et l'autre morceau qu'ils nous ont fait parce qu'ils nous ont fait, il y avait une face avec eux, une face avec Jean Bruce. Et là, c'est ce morceau. Alors celui-là, là, on y est dans la rave. Hein, les bons sons de l'époque. C'était il y a une dizaine d'années, c'était pas trop la mode, le revival rave. On était parmi les rares, parmi les seuls, on va dire, à sortir du son old school, on va dire. Voilà. Je sais pas si ça sera le son de tout à l'heure, mais bon, on va. Au Nexus à Paris, avec Fortinanger, avec en invité Patrick Rognan et Lunatic Asylum. On vous attend tous au Nexus, c'est dans pas longtemps. Hein. Voilà, donc ça, vous le trouverez sur toutes les plateformes. Voilà, c'était un morceau de Minimum Syndicat, ça s'appelle 1991, hein, bizarrement. Voilà. Allez, je peux vous en mettre un dernier qu'ils nous ont fait. Le Minimum Syndicat, c'était le Simpler Time. On a écouté un extrait tout à l'heure. Morceau avec la voix de Lenny D. Ouais, c'est Lenny D qui parle là. Listen to this. I don't give a fuck what comes out of fucking now. Never will you get the rush on a modern record like you will on this. You wanna know why? Because I took pills and I could tell you it's better. Okay? Fuck off. 1990 fucking one. Ecstasy power. Power of the pill, baby. The revolution. Et voilà. C'est le fameux morceau qu'on a dans l'extrait vidéo de tout à l'heure. Hein.
Voilà, donc ça pour dire que Minimum Syndicat, c'est des copains. Dès qu'ils descendent dans le sud, on les interview. Ils descendent. Ouais, mais à mon avis, c'est d'après ce qu'on a compris, s'ils ont dit, ça va être compliqué. Voilà, si on y arrive, hein, mais sinon on fera l'interview à Paris, hein, mais voilà. Donc bonjour à eux, hein. Donc si vous les croisez, peut-être qu'ils seront à la soirée d'ailleurs. Toi, ils étaient venus au studio, Patrick, ou tu les as vus à distance? Tout ça. Minimum Syndicat. Si tu les as eus. Au studio, j'étais là aussi. Tous les 2 mois, je remonte de Bretagne. Même cette fois-ci, je suis resté 1 mois, ce qui m'a permis de faire plein de lives. Voilà, quoi. Je ferai des lives de temps en temps, mais en fait, c'est pas tout à fait nécessaire de toujours vouloir faire des lives. Ça n'apporte pas quelque chose de plus dans l'univers de la radio, quoi. Quand tu dis live, tu veux dire en direct, quoi? Direct, tous ensemble. D'accord. On peut très bien faire une émission sans être en présentiel, quoi. Oui, bien sûr, oui. Il y a Florent qui demandait pour Patrick en tant qu'organisateur de soirée. Ah oui, c'est vrai, en plus, on l'a évoqué. On l'a évoqué, mais on n'a pas parlé du Patrick organisateur de soirée. Hors antenne, on en avait parlé en plus. Oui, mais j'ai organisé des soirées vraiment underground où on n'avait pas l'adresse, il fallait l'obtenir en achetant une place ou en écoutant l'émission. Et c'était fort amusant parce que c'était une période où il y avait plein de soirées commerciales, un peu en gare. Les gens en avaient marre et nous, on leur proposait des choses un peu plus délirantes. Au milieu de la forêt ou dans des endroits ultra décorés. Ah. Il était vide ou il était plein le verre? Tout va bien. Que personne ne panique. Donc les organisations, vas-y, tu as des souvenirs d'organisation de ce que tu faisais? C'était sur Paris ou t'as fait en province? Les noms des soirées, c'était Trippy Forest, In the Forest ou alors Full Scale Trip. Et on faisait venir des DJ, même certaines pointures internationales comme Lagowski et tout ça. Mais c'était pour un public limité. C'était vraiment le cœur de la scène, les gens qui savaient ce qu'ils venaient écouter en allant dans une soirée psytrance. C'est psychédélique avant tout, ce qui n'est plus du tout le cas. Maintenant, il y a des gens qui viennent là-dedans, ils n'ont jamais avalé un seul psychédélique et ne comprennent rien à ce que signifie le mot psychédélisme. Oui, j'avoue que même moi, je serais un peu embêté s'il fallait le définir, hein, je t'avoue. C'est clair. La musique a été créée sous l'influence de l'acide essentiellement. Ça a été toute la musique des années 60-70 en particulier. Pink Floyd à Janis Joplin, Jefferson Airplane, Grateful Dead, le groupe le plus célèbre du genre. Ah, Fred Dumély demande si tu organisais des fêtes avec Jean-Claude Lagrèze. Je ne sais pas qui c'est. Non, il s'agissait de 2 frères jumeaux d'origine vietnamienne qui ont fait des très bonnes soirées, l'un d'entre eux en particulier, aussi bien au Boy que dans d'autres endroits, qui c'est sous le nom des Incroyables. D'accord. Un petit peu comme ces créatures de l'époque de la Révolution française. Okay. Et non, c'était des soirées très, comment on pourrait dire, très, pas fashion, parce que ce serait les insulter, non, c'était très, très couture comme soirée, quoi, très dance et tout ça. Donc moi j'ai toujours fait des choses beaucoup plus underground et délirantes que ça, quoi. Il y en a un qui parle de Cosmopath, parle de Canned Heat. Ça te parle, ça? Ah non, mais Canned Heat, c'est la musique des années 70, On the Road Again, leur grand tube et tout ça. J'ai écouté
j'écoutais ça quand j'étais adolescent. Voilà. D'accord. Ça m'a pas provoqué de frissons particuliers. Pour moi, c'était une bande de hippies fous furieux dans le Grand Ouest américain et je ne voyais pas vraiment cette situation-là et j'avais pas spécialement envie d'y être non plus, d'ailleurs. Il y a Florence sur le chat qui dit je vois pas Jean te droguer. Effectivement, je te confirme. Ouais, j'ai pas fait d'expérience. Non, on se drogue pas, nous. Non, j'ai jamais essayé en plus. L'alcool, un peu, même si moi j'ai pratiquement encore, tout arrêté. Je me suis jamais bourré la gueule. Hein. On est sages comme des images. Ouais. Aux grandes dames de nos amis, non, ça va. Nos amis nous respectent. Voilà. Non, il n'y a pas besoin. Non, moi j'ai toujours été tellement connecté à la musique que j'ai jamais ressenti le besoin. Puis j'ai trop peur de ces trucs. Mais bon, après, je respecte. Il n'y a pas de. Ah, bah de toute façon, on n'a pas le choix, sinon on verrait pas grand monde donc, dans le milieu. Donc. La musique peut t'amener dans cet état. Alors, moi, par contre, tout le monde sait que je prends jamais rien. Et on avait organisé une soirée, on faisait une soirée qui s'appelait The History of House and Techno. C'était notre concept avec Benjamin. Et on faisait venir dans un pub irlandais tenu par des tuffers à Béziers. Et oui, c'est atypique. Entrée gratuite. Et en fait, on faisait venir des DJ. On a fait venir Fortinanger, on a fait venir Tonio, on a fait venir Jack de Marseille, on a fait venir Kiko, on a fait venir Woody McBride, on a fait venir Woody McBride, Paul Nasca, Dalcan, enfin. Et Dafresh. Dafresh, tout ça. Antonix. Et il y avait, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Tonio ou c'était Fortinanger, je sais plus. À un moment, j'ai tripé sur la musique, c'est-à-dire que je commence à, tu vois, avoir un comportement, je fais une drôle de tête et tout, et je voyais un copain qui me regardait, et je savais qu'il se disait, il y a Jean qui a pris quelque chose, il tripe, et moi je voyais qu'il se disait que j'avais tripé, mais en fait je tripais sur la musique, alors c'est ça qui... Mais je voyais ce qui se passait dans sa tête, et lui croyait voir ce qui se passait dans la mienne, et je rigolais parce que c'est vrai que j'étais vraiment parti, quoi. J'arrive à partir comme si c'était de la drogue, quoi, et quand c'est bien amené. Et c'est très fort, quoi. Ça me l'avait fait avec, je crois que c'était Clément. Je crois que c'était Clément qui m'avait fait triper comme ça. Il faisait des espèces de bootlegs. Ouais, parce que Clément Fortinanger fait beaucoup de bootlegs. D'ailleurs, tu vas avoir droit ce soir. Il prend des vieux morceaux, il les remasterise, il les retravaille lui. Ouais, il les mélange avec des trucs nouveaux. Et il m'a fait partir dans un trip là. Il m'a fait vraiment triper, ouais. Tonio m'avait fait partir aussi. Qui c'est qui m'avait fait partir Seb aussi. du Bar Live aussi nous avait fait régaler avec. T'es venu 2 fois, Seb. Ouais. C'était c'est là que je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas pris mon pied en écoutant de la musique. La dernière fois c'était pour voir Anna. Ouais, mais on n'est pas resté très longtemps, quoi. Pas resté très longtemps. Juste le temps d'attraper le Covid, c'est tout. Juste le temps de voir Nikita gagner. Ah oui, il y en a eu Nikita. Si vous voyez la vidéo sur mon Facebook, il y a une vidéo où vous voyez Nikita, hein, donc qui me demande 2 € pour les trucs de peluche, tu sais, où t'as le gru, tu dois attraper les trucs des forains, où t'as chopé une peluche. Donc je lui donne 2 €, elle met les 2 €, elle va au hasard, elle appuie sur le bouton et elle gagne. Énorme. Tu la connais, Nikita? Artiste de Béziers, Aude Nikita. Nikita Aude. Ça te parle? Elle tourne beaucoup dans le sud, hein, après. Nikita, non. Non, d'accord, bon. Moi, je vais pas tarder à vous quitter. Oui. Ouais, parce qu'il y a Fortinanger qui t'attend. On savait que tu avais. J'ai essayé d'habitude, on prend plus. Là, j'ai essayé de poser mes questions. Les amis, Patrick on pourra pas avoir une émission aussi longue que d'habitude parce que Patrick doit aller à une soirée là. Donc, si vous avez des questions. Au Nexus, hein, ça y est, c'est dit maintenant. D'ailleurs, tout le monde reçoit, tous les Parisiens. Grand raid au Nexus, là, vous partez tous au Nexus dès que l'émission est finie. Profitez pour poser éventuellement une question si jamais, avant que Patrick nous quitte, voilà, s'il y a une question à poser que je n'aurais pas posée. Moi, en attendant que vous posez des questions, je vais vous... Excusez-moi, je recommence à tousser. Je vais vous expliquer ce qui est... On va recevoir un artiste la semaine prochaine, un Biterrois, avec une surprise. On recevra Tom Pooks vendredi prochain avec, s'il vous plaît, Joy Kitty Conti. S'il vous plaît. Donc alors, il sera en présentiel dans le studio, ils seront dans le studio avec nous, et en fait, c'est parce que j'ai compris pourquoi il y avait Joy avec lui, c'est parce que le lendemain, ils jouent au PZ City Club, les deux. Ils font un B2B au PZ City Club à Montpellier. Donc ça tombe bien, coïncidence, ça fait que Christophe va venir, Tom Pooks va venir
nous par raconter sa vie. Hein, puis il y a, on va rigoler parce qu'on était en classe ensemble. Avec voilà, faut savoir qu'il y en a qui m'ont dit, il y a Antonia Adam qui me disait ouais, mais il y a des anecdotes intéressantes qui voulaient me balancer. J'ai dit mais t'inquiète pas, j'ai fait Jean-Bruce, c'était à l'internat avec lui. Sortir des dossiers. Et tu vas sortir des dossiers, et lui aussi peut-être, fais gaffe, parce que moi je vais demander ce qui sort des dossiers aussi. Hein. Ouais, mais moi j'ai des dossiers plus lourds de mon côté. Voilà, et on parlera bien évidemment de la Family Picnic, que tu dois connaître de nom, le festival Family Picnic de Montpellier, tu connais, Patrick ? De nom, je suis jamais allé. Le concept c'est que ça commence à 14h et ça finit à minuit, donc... tu peux venir avec les enfants, t'as des aires de jeu pour les enfants, on en parlera la semaine prochaine. À Paris, nous avons Microclimat. Ah oui. Ça. On a pas. Et on réinvitera Nicolas Cade qui malheureusement la semaine dernière et on était malade. Et voilà, le Covid avait raison de moi. Il m'a même fait perdre le goût. Ah ouais? Ouais, j'ai plus de goût, je t'ai dit. Ça revient qu'aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours, je mange, je sens goût. Je vous préviens, c'est chiant. C'est manger un Big Mac. Bon, je rigole, j'ai pas mangé de Big Mac, mais je mangeais un Big Tasty tout à l'heure. Mais manger des spaghettis. Tu te fais chier à faire une super sauce et tout, et là, il n'y a pas de goût. Voilà. Il faut acheter une boîte de Rénutril en pharmacie. Oh purée, le Rénutril. Oh là là. On rappelle les boîtes de conserve. Patrick, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire avant de nous quitter ? Le mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que tu aimerais dire c'est Emma Coste. Pouvez-vous me dire, Patrick, ce que vous pensez de la suite de la musique électro ? On en a parlé déjà tout à l'heure. On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va refaire... Ça continue, on n'en voit pas la fin. Non, on n'en verra jamais la fin. L'histoire de musique électronique dansante n'est pas terminée, je pense. Ça va nous occuper peut-être toute notre vie d'être humain. Et on reviendra sous une forme réincarnée et redansée sans doute. Il y aura bien des styles qui vont revenir. Oui, en tout cas, c'est un éternel cycle en fait. Les enfants, on va laisser Patrick. Ouais, on va libérer Patrick. On va te garder 30 secondes hors antenne, Patrick. En tout cas, merci à toi, Patrick, d'avoir accepté l'invitation. On s'est régalé, d'ailleurs les gens le disent sur le chat. Donc pour info, je vous rappelle que le Twitch il est relancé. Abonnez-vous sur le Twitch parce que on va vous faire des émissions exclusivement musicales avec Jean-Bruce. On va y revenir, c'est en préparation, il faut faire les habillages vidéo et compagnie, mais bon, on travaille dessus. On va relancer le podcast Nocturbulous et on fera des petits mix en direct. Oui, je vous montre, regardez, je sais pas si vous avez capté, mais si je vous montre là, vous voyez qu'il y a l'enceinte de la sono, on a fait des petits tests, on a le contrôleur musique juste en dessous. Pour mixer, on va vous faire de temps en temps des petits mix, on invitera même peut-être des DJ à venir mixer ici, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, donc Patrick, merci encore à toi. On s'est régalé. Merci Patrick d'avoir fait l'honneur d'accepter. Tu feras un petit bisou à toute la bande, à Fortinanger. Tu leur diras que t'as passé. Pense-y, tu vas voir la réaction de Clément. Ouais, tu diras, j'étais avec Nocturbulous, j'étais avec Benjamin le Dauphin et Jean-Bruce. Voilà, il te passe le bonjour. Voilà, donc tous ceux qui sont sur Paris, rendez-vous au Nexus. Et on se donne rendez-vous donc vendredi prochain pour Tom Poux, 21h30 sur Twitch et Facebook. Et aussi, surtout, n'oublions pas que Patrick est sur Rave Up sur Maximum. Donc, suivez Patrick. Les prochaines interviews, la prochaine, c'est quoi ? Là, on rediffuse Radium. Et la semaine prochaine, c'est Miss Kittin et The Hacker. Et la semaine suivante, une DJ psytrance française, Eureka. Très bien. Allez, parfait. On va se quitter sur un petit jingle. Regarde, on a un invité surprise sur le jingle. On vous dit tous rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Bisous à tous. À la semaine prochaine. On te garde 20 secondes en antenne quand même. Moi, j'écoute Radio Punch. C'est génial. Radio Punch. Tu sais comment ils font ? Oh putain, c'est génial. Radio Punch. Radio comme une radio, et punch comme ça.